Un froid glacial, mêlé à une douleur déchirante, s'est abattu sur mon corps. La brume humide m'étouffait, je ne pouvais pas respirer. L'eau salée infecte d'un monstre a éclaboussé mon cou, glacé. Deux silhouettes froides dans la brume s'approchent. C'est Dylan, c'est Mia. Dylan et sa petite amie, ceux que j'ai traités de tout mon cœur, pour une boîte de rations de survie, n'ont pas hésité à me pousser vers les monstres. La sensation des crocs perçant ma peau était terriblement claire. Alors que ma conscience s'évanouissait, seule une haine dévorante subsistait. Je me haïssais d'être faible et de les laisser me mener par le bout du nez. Je haïssais ma mère adoptive Martha pour des années d'oppression sévère. Et je haïssais encore plus leur manque de cœur. Je me suis réveillée en sursaut. Ma poitrine se soulevait violemment. Une sueur froide trempait ma fine chemise de nuit. Le soleil brillait dehors. D'en bas montait le bruit des voisins qui discutaient. Pas de brume épaisse, pas de monstres, et pas de douleur déchirante. J'ai regardé autour de moi, hébété. C'était la petite chambre exiguë de la famille de Martha. Le calendrier au mur indiquait le 12 octobre 2036. Il restait exactement 3 jours avant la catastrophe mortelle qui a balayé la ville et a duré des mois. J'étais revenue à la vie. Les souvenirs de ma vie antérieure me revenaient en masse. Chaque détail était d'une clarté étouffante. Ma mère adoptive Martha et son mari étaient sans enfant depuis de nombreuses années. Alors ils m'ont adopté. Plus tard, ils ont eu leur propre fils, Dylan. Avant la naissance de Dylan, elle me traitait comme sa propre fille, et me gâtait de toutes les manières. Après la naissance de Dylan, je suis devenue une étrangère. Elle m'a jetée comme une vieille chaussure. Les coups et les réprimandes sont devenus mon quotidien. Toutes les bonnes choses étaient réservées à Dylan. Même un repas chaud est devenu un luxe pour moi. Quand la notification de liaison du système de l'apocalypse a retenti pour la première fois, Martha me pressait de faire la lessive. Dylan a pris de l'avance et a lié le système d'amplification, qu'il pensait meilleur. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter passivement le système de réduction restant. Après ça, je suis devenue le casier mobile de la famille. Martha m'a forcé à réduire mon corps, et à ramper dans toutes sortes de coins étroits pour cacher des provisions. Et Dylan et Martha, utilisant le système d'amplification, ont multiplié la nourriture que j'avais cachée en quantité massive. Ils ont monopolisé toutes les ressources, et ne se souciaient pas que je vive ou que je meure. Pire encore, après que Mia est venue rejoindre Dylan, elle a directement donné la petite quantité de provisions que j'avais économisée en me privant, tout à Mia. J'avais faim mais n'osais pas faire de bruit, pendant qu'il mangeait avec Mia, savourant chaque bouchée. Jusqu'au milieu du cataclysme, les monstres sont devenus plus féroces, les provisions étaient extrêmement rares, lui et Mia ont planifié cette trahison. Ils m'ont utilisé comme appât pour nourrir les monstres, juste pour échanger contre plus de provisions de la part des voisins. À ce moment-là, une voix mécanique et froide a retenti dans ma tête, comme dans ma vie passée, fluctuation d'âme de l'hôte stable détectée, le système de survie de l'apocalypse est activé. Choisissez le système d'amplification ou le système de réduction système, effectuez votre sélection dans les 10 secondes. Mon cœur s'est serré, alors que j'allais choisir, la porte a soudain été défoncée d'un coup de pied. Dylan a débarqué, l'air furieux d'être réveillé. Le système de réduction est à moi. Il a failli le crier. Il l'a rapidement verrouillé et lié, sa voix pleine de détermination. J'ai été stupéfaite un instant, puis j'ai réalisé, Dylan avait aussi été réincarné. Il pensait probablement que mon système de réduction était super utile dans la vie passée, pouvait se glisser dans les fissures, planquer des provisions, éviter les monstres, et il volait toujours mes affaires, donc cette fois il l'a pris en premier. J'ai regardé la seule option restante, le système d'amplification. Dans mon esprit, un frisson a traversé mes yeux, sans autre choix, j'ai dû lier le système d'amplification. Presque simultanément, j'ai senti une faible chaleur dans ma paume, j'ai saisi le dernier demi-biscuit restant, le dîner que j'avais caché de la nuit dernière. La seconde suivante, le biscuit a gonflé visiblement, de la taille d'une paume à celle d'une main et 3 doigts d'épaisseur, le riche arôme de blé a empli l'air. Ce n'est qu'après avoir lié le système que Dylan a réalisé, et a regardé le biscuit dans ma main, son visage s'est immédiatement décomposé. Le système a bipé à nouveau, disant clairement, système d'amplification lié avec succès. Autorisation actuelle, seuls les objets non vivants peuvent être amplifiés, amplification fixée à 3 fois. Plus tard, accumuler des points d'amélioration en repoussant avec succès les monstres. Après la mise à niveau, déverrouiller l'autorisation d'amplification d'organismes vivants, et déverrouiller également la fonction d'ajustement du multiplicateur d'amplification. Ce qui a vraiment fait battre mon cœur, c'est que le système dispose d'un espace de stockage de 10 000 m3, le temps y est figé, parfait pour planquer les provisions que je collecterai plus tard, plus sûr que de se cacher ailleurs. J'ai noté en silence les règles de mise à niveau, réalisant que pour l'instant, je ne pouvais survivre qu'en amplifiant des objets non vivants. Combattre les monstres et monter de niveau était la clé pour devenir plus fort. Dylan a foncé vers moi, et a tendu la main pour m'arracher le biscuit, en criant « Pourquoi tu as le droit d'utiliser le système d'amplification ? Dépêche-toi, donne-moi tout !» Les 2 systèmes devraient être à moi. Il avait toujours été comme ça, depuis notre enfance, que ce soit des snacks, des vêtements ou des fournitures scolaires, si c'était à moi, il se l'appropriait. J'ai fait un pas de côté et esquivé agilement, faisant semblant d'avoir peur, et j'ai dit faiblement, le système est déjà lié, ne peut pas être changé. Le visage de Dylan est devenu pâle de rage, ses yeux brûlants de ressentiment. Il a levé la main pour me frapper,
en maudissant que je m'opposais délibérément à lui. Je me suis instinctivement recroquevillée, mais un sourire froid a brillé dans mes yeux. Dans ma vie antérieure, il me frappait à chaque fois qu'il était un peu contrarié, et Martha prenait toujours son parti, me traitant d'ingrate. Je marque les points. Il était probablement encore énervé de ne pas avoir pris les deux systèmes, ne réalisant pas que dans l'Apocalypse, le système d'amplification est bien plus puissant au combat que le système de réduction, beaucoup plus puissant. Bientôt, les cris stridents de Martha montèrent d'en bas, comme dans ma vie antérieure, tournant toujours autour de son fils chéri, me pressant de descendre faire la lessive, disant que les vêtements de Dylan devaient être portés demain. Elle monta l'escalier d'un pas lourd, et dès qu'elle entra, elle nous vit en pleine confrontation. Ses yeux se posèrent sur la barre de rationnement agrandie dans ma main, et s'illuminèrent instantanément, puis elle prit un air sévère et me réprimanda, m'accusant de cacher des choses. Je baissai les yeux, faisant semblant d'être obéissante, et tendis la barre de rationnement, d'un ton délibérément flatteur, expliquant que je ne l'avais pas fait exprès. Je savais trop bien le caractère de Martha. Plus tu te montres têtu, plus elle te pressura. Le désastre n'est pas encore arrivé, donc je dois encore jouer la comédie, et gagner du temps pour me préparer discrètement. Me voyant céder, Martha s'adoucit un peu, attrapa la barre de rationnement et la fourra dans les mains de Dylan, puis me lança un autre regard noir, avant de me presser de descendre travailler. Dylan mordit dans la barre de rationnement, les yeux pleins de ressentiment et de réticence, mais il ne dit rien d'autre. Il avait lui-même choisi le système de réduction, donc quelle que soit son insatisfaction, il doit l'accepter. Je savais au fond de moi il complotait probablement encore, une fois la catastrophe du brouillard arrivée, comment me forcer à lui remettre le système d'amplification, comme il m'avait pressuré dans ma vie antérieure. Regardant la mère et le fils s'éloigner, l'air obéissant sur mon visage disparut instantanément, ne laissant qu'une détermination froide. Dans ma vie antérieure, j'ai économisé de la petite monnaie pendant des années, et Martha a tout pris, prétextant que c'était pour le fonds de mariage de Dylan. Dans cette vie, le magot caché sous les planches de mon lit ne doit pas tomber entre leurs mains. Une fois la maison complètement silencieuse, je soulevai la planche du lit, et sortis une vieille boîte en fer de l'interstice. À l'intérieur se trouvait ce que j'avais économisé au fil des ans en ramassant des déchets et en faisant des petits boulots. 32 000 €. Pas grand-chose, mais assez pour faire des provisions de base avant la catastrophe du brouillard. J'attrapai rapidement du papier et un stylo, et fis une liste. 5 grandes bouteilles d'eau purifiée, 8 boîtes de barres de rationnement et de rations de survie, 3 purificateurs d'eau basique, quelques barres de fer, des bâches, des briquets, des masques, des médicaments de base. Ce sont des essentiels de survie. Heureusement, maintenant avec le système d'amplification, la quantité de provisions peut être considérablement réduite, surtout les barres de fer. Au début de la catastrophe du brouillard, les monstres ne sont pas très résistants, les barres de fer suffisent à les gérer, et lorsqu'elles sont amplifiées, elles sont encore plus puissantes. Plus important encore, avec l'espace du système comme réserve, toutes les provisions peuvent être stockées en sécurité, sans craindre que Martha et Dylan les trouvent. J'ai cassé un petit morceau de la barre de rationnement agrandie et les remises dans la boîte, cachant le reste dans un compartiment secret sous le lit, que j'avais secrètement creusé. Comme réserve d'urgence visible, la vraie cache irait dans l'espace du système après une virée nocturne. Une fois tout cela fait, j'ai fait comme si de rien n'était et suis descendu travailler, faisant la lessive, la cuisine et le ménage, gardant la tête baissée tout le temps, laissant Martha faire des remarques acerbes, mais dans ma tête, j'étais occupée à planifier la virée nocturne. La nuit est tombée. Martha et Dylan se sont couchés tôt. Dylan était au téléphone avec Mia avant de dormir, sa voix volontairement baissée, mais encore claire, disant qu'il s'était lié au système de réduction, et a dit à Mia que quand la catastrophe du brouillard arriverait, de venir directement à la maison, promettant qu'il utiliserait le système de réduction pour la protéger. Quant aux provisions, elle pourrait les obtenir de moi d'une manière ou d'une autre. Je me tenais à la porte de la cuisine, ma prise se resserrant sur le verre, une lueur froide dans mes yeux. Mia, cette femme était rusée et intéressée, c'est elle qui a poussé Dylan à prendre mes provisions et à me trahir. Cette fois-ci, j'allais juste attendre et voir combien de temps ces deux-là pourraient continuer à comploter ensemble. Une fois la maison complètement silencieuse, j'ai enfilé une veste sombre, j'ai fourré la boîte et les clés dans mes poches, et grimpé silencieusement par-dessus le balcon. J'avais déjà repéré les angles morts des caméras dans la résidence, longé le mur jusqu'au portail, pris un taxi directement jusqu'au marché de gros en banlieue. Les provisions y étaient abondantes, moins chères qu'au supermarché, et peu de monde la nuit, donc moins de chances de tomber sur quelqu'un que je connaissais. Le marché de gros était bien éclairé, avec quelques vendeurs rangeant leurs marchandises. Je suis allée à mon magasin habituel de céréales et d'huile et à l'épicerie, j'ai passé une commande unique pour tout ce qui était sur ma liste. Le patron, voyant que j'achetais beaucoup, a proposé de m'aider à charger, j'ai payé la totalité, regardé les cartons être chargés dans le taxi et la petite camionnette, et j'ai ressenti un peu de soulagement à l'intérieur. Quand la voiture s'est approchée du quartier,
J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter dans un endroit caché au bord de la route. Les rues étaient vides tard dans la nuit, seulement quelques lampadaires allumés, éclairage tamisé. J'ai dit au chauffeur et aux déménageurs d'attendre là où ils étaient, suis allée dans un coin isolé toute seule, concentrée pour communiquer avec le système, activer l'espace de stockage. Puis je suis retournée à la voiture, j'ai fait semblant d'aider à déplacer les provisions, mais en réalité, quand personne ne regardait, j'ai envoyé les cartons un par un dans l'espace du système. Les 10 mètres cubes d'espace suffisaient à tout contenir, et il y avait même de la place en trop. J'ai travaillé méthodiquement, et en un rien de temps, tous les approvisionnements achetés étaient stockés dans l'espace, ne laissant que 2 cartons d'eau purifiée de taille normale, 5 cartons de masques et un carton de barres de rationnement, que j'ai rechargé dans la voiture pour les ramener au quartier comme réserve d'urgence visible. Après avoir géré toutes les provisions, j'ai fait livrer les provisions restantes à l'entrée de l'immeuble par le chauffeur, et je les ai portées vers l'escalier. Alors que j'arrivais à l'entrée, j'ai vu Dylan en bas au téléphone, qui parlait doucement à Mia. Je suis trop tendre, avec un peu de pression, ils me feront utiliser le système d'amplification pour agrandir des provisions pour eux. Il a dit à Mia de rassembler toutes ses provisions chez elle demain et de venir quand la catastrophe de brume frappera. La voix de Mia est venue du téléphone, d'une douceur écœurante, disant à Dylan de me surveiller et de ne pas me laisser cacher quoi que ce soit. Dylan a ri d'un air suffisant, sans se douter que j'étais dans l'ombre de la cage d'escalier. J'ai retenu mon souffle, attendu qu'il finisse son appel et monte, puis je l'ai suivi lentement. De retour dans ma chambre, j'ai caché les provisions d'urgence dans le compartiment secret sous mon lit, puis je me suis allongée sur le lit à fixer le plafond, mon esprit repassant ma mort brutale de ma vie antérieure et mes plans actuels, la cruauté et la trahison de Martha, l'égoïsme et la cupidité de Dylan, la cupidité et la malveillance de Mia. Tout cela serait réglé quand la catastrophe de brume frapperait. Le lendemain à l'aube, Martha était déjà en train de tout inspecter, de comptabiliser les provisions du ménage, et se dirigeait au supermarché avec Dylan pour faire des réserves. Même si ces deux-là complotaient toujours contre moi, ils savaient au moins se préparer au pire. Après avoir réduit tout, Martha a tout mis dans une petite boîte, et l'a enfermé dans la vieille armoire contre le mur du salon. Cette armoire était là depuis que la famille de Martha avait emménagé, du vieux bois, mais toujours solide. Martha avait choisi cet endroit exprès pour cacher les provisions, pensant que c'était sûr. En cachant la clé, Martha m'a prévenu, tout ça est pour Dylan. Touche à un seul truc et je m'occupe de toi, puis elle m'a dit de donner ce que j'avais acheté hier, pas de cachette. J'ai baissé la tête, et ai dit docilement que je n'avais rien acheté, les biscuits d'hier venaient d'avant, je n'oserais jamais toucher aux provisions du ménage. J'ai délibérément joué la timide. Martha a émis un grognement satisfait. En voyant Dylan affalé sur le canapé à jouer sur son téléphone, l'air imbu de lui-même, je n'ai rien ressenti. Il pensait avoir tout sous contrôle. Il pensait que j'étais encore la même naïve de ma vie antérieure, mais il ne savait pas j'avais déjà mis mes plans en action dans l'espace du système, sous leur nez. Les provisions d'hier suffisaient à me faire traverser les premiers jours de la catastrophe de brume, avec le système d'amplification en main. Je pouvais combattre les monstres et gérer leur exploitation et leur manigance avec aisance. Dehors, le vent s'est levé, un léger froid et de l'humidité s'infiltraient dans l'air. Les signes de la catastrophe de brume se montraient déjà. Martha continuait de harceler Dylan, lui disant de rester en contact avec Mia, et de lui faire apporter plus de provisions. Dylan, de son côté, était obsédé par l'idée d'utiliser le système de réduction pour impressionner Mia et de trouver comment me soutirer des provisions. Je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant la brume légère s'étendre au loin, le bout de mes doigts tapotant légèrement la vitre. Le jeu venait de commencer. Ils me doivent. Ces coups, trahison et vol dans cette vie, je les recouvrerai tous avec intérêt. Je venais de finir de trier les provisions d'urgence dans le compartiment secret de ma chambre. Puis, des cris de panique ont éclaté dehors, aigus et perçants, brisant le calme matinal habituel. Je me suis précipitée à la fenêtre, j'ai soigneusement jeté un coup d'œil à travers les rideaux, et j'ai vu la brume épaisse se répandre à une vitesse visible, enveloppant tout. Les contours des bâtiments, autrefois nets, se sont rapidement dissous dans la brume. Tout autour est devenu flou, la visibilité a chuté à moins de 2 mètres en un instant, le monde entier enveloppé d'un gris chaotique. Les informations du matin passaient encore dans le salon, mais l'image a soudainement coupé, remplacée par un avis d'urgence avec un grésillement strident, urgent et sérieux, avertissant à plusieurs reprises d'un danger inconnu. Après 3 diffusions, le signal a été complètement coupé, l'écran de la télé est devenu noir, et tout l'immeuble a sombré dans un silence de mort, seuls des cris lointains, perçant la brume épaisse, parvenait, chargé de désespoir, me faisant froid dans le dos. La seconde d'après, Martha a déboulé dans le salon en panique, a débranché la télé violemment, et s'est ruée vers la porte d'entrée comme une folle, a vérifié la serrure à plusieurs reprises, puis a même pris du ruban adhésif, et a scellé les fissures de la porte hermétiquement, comme si cela pouvait exclure tout le danger dehors. Elle s'est précipitée vers la vieille armoire du salon, a sorti 2 valises verrouillées d'eau purifiée et des biscuits, les a portées dans la chambre de Dylan, et les a recouvertes de plusieurs couches de couverture, craignant que quelqu'un ne les trouve. Je suis volontairement allée voir, faisant semblant de prendre une bouteille d'eau pour l'urgence. Martha m'a immédiatement repoussé violemment. Son égoïsme et sa mesquinerie, sans déguisement dans ses yeux,
traitant clairement ses provisions comme la propriété exclusive de Dylan. Je m'attendais à sa froideur, alors j'ai délibérément pris un air anxieux et impuissant. Serrant mes vêtements et faisant mine d'être paniqué, marmonnant des paroles inquiètes, mais à l'intérieur j'étais parfaitement calme, habitué depuis longtemps aux manigances de cette famille. Alors que je me tournais pour retourner dans la chambre, j'ai aperçu Dylan accroupi par terre, tripotant son téléphone. Une faible lueur blanche brillait au bout de ses doigts, et le téléphone rétrécissait miraculeusement à la taille d'un ongle. Il l'a soigneusement glissé dans sa poche. Son visage était plein de joie et d'excitation, agrandissant et rétrécissant sans cesse le téléphone pour le tester, totalement inconscient que ce système de réduction avait d'énormes limitations dans cette apocalypse dangereuse, et était à peine suffisant pour faire face à ce qui arrivait. J'ai fermé la porte de la chambre et l'ai verrouillée aussitôt. J'ai sorti le purificateur d'air basique que j'avais stocké dans l'espace du système, l'ai rapidement branché, et il s'est mis en marche, émettant un doux bourdonnement. Peu de temps après, il a filtré l'air froid et humide de la chambre, le rendant frais et sec, dissipant la sensation oppressante apportée par la brume épaisse. J'ai aussi sorti les rations de survie et l'eau purifiée traitée par le système d'amplification. J'ai cassé un petit morceau de biscuit et les mâché lentement, les yeux fixés sur la fenêtre. Dans la brume épaisse, de faibles ombres noires grouillaient, accompagnées d'un léger bruissement. Pas besoin de deviner, c'étaient des insectes de brume. Les gémissements venant de l'étage inférieur se rapprochaient, mêlés aux cris et aux jurons des voisins. Sans arrêt, quelqu'un a dû avoir la malchance de se faire mordre par un insecte de brume. Ces insectes ne sont pas mortels, mais leurs fluides corporels sont très corrosifs. La zone mordue devient rapidement enflée et ulcérée, et la douleur atroce est suffisante pour rendre fou n'importe qui. Du salon venait le bruit des piétinements paniqués de Martha. Elle n'arrêtait pas d'appeler Dylan, voulant qu'il sorte et reste avec elle. Mais Dylan la trouvait agaçante, alors il s'est caché dans sa chambre et refusait de sortir, uniquement concentré sur l'étude de son système de réduction. Je me suis dirigé vers la porte de la chambre, collant mon oreille contre la porte, écoutant tout le tumulte dehors. Les sanglots de Martha, les pas chaotiques dans le couloir, le bruissement des insectes de brume rampant sur les murs, tous ces bruits, se mêlant les uns aux autres, jouant l'ouverture de l'apocalypse. J'ai lentement sorti la clé cachée sous mon oreiller, rassemblant ma concentration mentale au bout de mes doigts, en état d'alerte maximale, prête à faire face à toute urgence. Au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. La brume épaisse deviendrait plus dense, les monstres deviendraient plus forts, et les manigances et l'exploitation de Martha ne faisaient que commencer. Je devais rester calme, attendre patiemment le meilleur moment pour riposter, et, pas à pas, leur faire payer toute la souffrance que j'avais endurée dans ma vie antérieure. Le bruissement des insectes de brume s'est rapproché, et bientôt ils ont atteint le seuil de la porte. Quelques insectes de la taille d'ongle se sont glissés par la fente de la porte. Ils étaient gris foncé, leur carapace luisante d'huile, et après avoir atterri sur le sol, ils ont rampé rapidement à travers la pièce. Ils ont laissé de faibles traces. Quand Martha a vu les insectes, elle a hurlé de terreur, s'est retournée et a fui vers la chambre, mais dans sa panique, elle a heurté le canapé et est tombée, grimaçant de douleur, mais ne s'est pas arrêtée pour soigner la blessure, et s'est recroquevillée en tremblant. Surpris par le cri, Dylan est sorti de sa chambre. Voyant les insectes de brume sur le sol, il a instinctivement essayé d'utiliser le système de réduction. Une faible lumière blanche a brillé au bout de ses doigts, tandis qu'il tentait de verrouiller les insectes. Mais le verrouillage du système sur les créatures vivantes était très mauvais, et comme il manquait d'entraînement, il a échoué 2 fois. Alors qu'il hésitait, un insecte de brume a rampé sur son bras, et l'a mordu fort. Dylan a hurlé de douleur et a agité son bras pour l'en déloger. Mais l'insecte s'est accroché fermement. Il ne pouvait que se tordre de douleur sur le sol, le visage déformé. Je suis resté là à regarder froidement pendant quelques secondes, regardant Martha recroquevillée dans le coin de la chambre, trop effrayée pour sortir, et ce n'est que lorsque Dylan se tordait de douleur que je me suis avancé lentement. J'ai pris la clé sur la table, j'ai concentré ma concentration mentale et ordonné silencieusement « Agrandis-toi », et la clé s'est instantanément élargie à la taille d'une paume, ses bords devenant épais et solides, assez pour servir d'arme à la fois défensive et offensive. J'ai levé la main et abattu la clé sur l'insecte sur le bras de Dylan, l'écrasant instantanément. Ces fluides noirs ont éclaboussé le sol, dégageant une faible odeur de poisson, nauséabonde. Les insectes de brume restants se sont dispersés en panique, cherchant des endroits où se cacher. Je tenais la clé agrandie et les ai poursuivis calmement, comptant sur ma connaissance de la pièce, et j'ai rapidement éliminé tous les insectes qui étaient entrés. Dylan s'est effondré sur le sol, fixant la grande clé dans ma main, les yeux pleins de choc et de jalousie. Il ne s'attendait clairement pas à ce que j'ai aussi un pouvoir spécial. Martha a aussi passé la tête hors de la chambre, fixant cette clé, la cupidité presque débordant de ses yeux. Elle avait l'air de vouloir l'arracher et la garder pour elle. J'ai immédiatement retiré ma concentration mentale, et la clé est redevenue normale instantanément. Au même moment, j'ai fait semblant de halter de panique, minimisant délibérément mon pouvoir, faisant comme si j'avais juste eu de la chance. Je savais très bien que ce n'était pas le moment de provoquer une bagarre. Révéler ma force trop tôt ne ferait que forcer la famille de Martha à m'utiliser et attirer plus d'ennuis. Plutôt que ça, il vaut mieux cacher mon avantage et attendre de voir. Juste à ce moment-là, un coup a soudainement retenti,
accompagné des cris en larmes de Mia, sa voix pleine de peur et d'urgence. Le visage de Martha s'est assombri, ne voulant clairement pas que Mia entre et partage les provisions, mais Dylan s'en fichait complètement. Il s'est précipité et a ouvert la porte immédiatement. Mia a fait irruption, l'air décoiffé, les cheveux en désordre, ses manches déchirées et mordues par des insectes, avec plusieurs marques de morsures rouges évidentes sur ses bras. Il était clair qu'elle avait couru tout le chemin. Dès son entrée, elle a rapidement balayé la pièce du regard, son regard s'attardant un instant sur Dylan, puis se posant sur la clé dans ma main. Une lueur de calcul a brillé dans ses yeux. Elle s'est vite approchée de Dylan, faisant semblant d'être faible en pleurant sur son calvaire, mais sa main touchait secrètement la poche de Dylan, sondant clairement le système de réduction, essayant de s'approprier ce pouvoir. Dylan était naïf, et elle l'a facilement charmé. Il n'a pas du tout vu ses vraies intentions, et n'arrêtait pas de la réconforter, lui donnant même le dernier demi-biscuit. Je me suis retirée en silence dans la chambre, fermé la porte, coupant le brouhaha dehors. L'arrivée de Mia allait sûrement intensifier le conflit avec la famille de Martha, ce qui était une occasion parfaite pour moi. Je me suis adossée à la porte, écoutant ce qui se passait dehors, déjà en train de manigancer dans ma tête. Les gens avides finiront par comploter les uns contre les autres par cupidité, je dois juste attendre patiemment, les regarder sombrer dans le chaos, puis frapper au moment parfait. L'épais brouillard a duré toute une journée, et les provisions de la communauté diminuaient, surtout l'eau purifiée, qui était presque devenue une monnaie. Certains étaient même prêts à échanger des médicaments précieux contre une demi-bouteille. Des bagarres et des disputes se faisaient entendre dans le couloir de temps à autre, alors que les voisins se battaient pour des restes de nourriture et d'eau. La cruauté de l'apocalypse était pleinement visible. Martha était assise dans le salon, regardant de temps en temps vers la porte, avec une expression à la fois anxieuse et avide, visiblement en train de comploter contre les voisins. Pendant que Dylan et Mia s'amusaient dans la chambre, elle a changé ses chaussures discrètement, a serré son manteau, et s'est glissée hors de la maison, en se baissant, en se déplaçant doucement, morte de peur de se faire prendre. Grâce à la caméra cachée que j'ai installée sur la fenêtre de la chambre, je pouvais voir chacun de ses mouvements clairement. Elle est allée chez Madame Higgins, alors que toute la famille rangeait dans le salon, elle a discrètement forcé la porte, a volé 2 gallons d'eau purifiée et un paquet de rations de survie, les a rapidement fourrés dans sa poche, et est revenue en courant, baissée, si nerveuse qu'elle osait à peine respirer pendant tout ce temps. Après être rentrée, Martha a immédiatement caché les provisions volées au fond de la vieille armoire du salon, avec les provisions qu'elle avait stockées auparavant. Elle a même changé de vêtements, faisant comme si de rien n'était. Au dîner, elle a donné tout le riz restant à Dylan et Mia, tout en me lançant un regard froid, disant que c'était trop dangereux dehors, impossible de trouver des provisions, et m'a dit de me débrouiller. J'ai délibérément posé mes baguettes, faisant semblant d'être blessée et impuissante, et j'ai mentionné l'eau purifiée dans son armoire, en observant son expression paniquée, et j'ai ricané en moi-même. Les yeux de Martha ont vacillé de panique, et elle m'a immédiatement crié dessus, disant que j'étais délirante de faim, que j'hallucinais, le ton agité, ce qui la rendait encore plus coupable. Dylan et Mia gardaient la tête baissée, mangeant, totalement indifférents à notre dispute, comme si le fait que j'ai faim, que j'ai des provisions, n'avait rien à voir avec eux. J'ai arrêté de me disputer. J'ai baissé la tête, faisant semblant de céder, mais j'avais déjà un plan. Tard dans la nuit, une fois que tout le monde dormait, je me suis glissée hors de la maison. Le couloir était d'un calme mort. Seuls quelques appartements étaient allumés, des soupirs étouffés flottaient dans l'air, pleins de désespoir. J'ai pris mon temps pour descendre, et je suis tombée sur des voisins désespérés. J'ai mentionné, comme par hasard, que nous avions être de l'eau purifiée en trop. Mais ma mère l'avait cachée et ne me laissait pas m'en approcher. Dès que j'ai dit ça, leurs yeux se sont illuminés. Un homme âgé m'a immédiatement pressé de questions, disant que ses enfants mouraient de soif. J'ai secoué la tête, l'air effrayé, disant que je ne savais pas où c'était, puis je suis montée précipitamment, les laissant tous anxieux. Peu après mon retour, on a frappé frénétiquement à la porte, les voisins criaient, exigeant que Martha leur donne l'eau. Martha a été réveillée en sursaut, a ouvert la porte, agacée, et a trouvé une foule de voisins en colère devant chez elle. Son visage a pâli, la panique envahissant ses yeux. Elle a nié frénétiquement avoir caché de l'eau, a argumenté jusqu'à en être écarlate, sa voix agitée mais peu convaincante. Dans le chaos, je me suis glissée jusqu'à l'armoire, faisant comme si un voisin m'avait poussée, et j'ai profité de l'élan pour ouvrir la porte d'un coup. 2 tonneaux d'eau purifiée sont sortis en roulant, exactement ceux que Martha avait volés. Les voisins sont devenus fous, traitant Martha d'égoïste, non seulement d'une voleuse mais d'une accapareuse. Ils se sont rués, ont saisi les provisions, et ont insulté Martha copieusement, libérant toute leur colère. Martha était furieuse et paniquée. Son regard s'est fixé sur moi, plein de venin, mais elle n'avait aucune preuve pour m'accuser, alors elle a regardé, impuissante, les voisins partir. Elle voulait s'en prendre à moi, mais voyant les voisins encore excités, elle n'a pas osé. Elle m'a juste lancé un regard meurtrier puis a regagné sa chambre en trombe. J'ai baissé la tête, un léger rictus a effleuré mes lèvres, ce n'était que les intérêts. Ce qu'elle me doit, il y en a encore, et je lui ferai tout rembourser, un peu à la fois. Les insectes de brume se sont lentement estompés dans la brume épaisse, et le quartier s'est calmé pour l'instant, mais la pénurie de provisions s'est aggravée. Beaucoup de résidents ne pouvaient pas obtenir d'eau purifiée, alors ils ont risqué de boire l'eau du robinet,
et on finit par avoir diarrhée et vomissements. Chaque jour, on entendait des toux et des gémissements dans le couloir, et le sentiment de désespoir s'alourdissait. Je suis retournée dans la chambre, j'ai sorti le purificateur d'air basique de l'espace du système, et je l'ai amplifié 3 fois avec le système d'amplification. Cet appareil peut non seulement purifier l'air, mais aussi filtrer les eaux usées, pour les transformer en eau purifiée potable. C'était l'une des fournitures clés que j'avais préparées. J'ai sorti un seau d'eau usée que j'avais stocké plus tôt dans l'espace du système, je l'ai versé dans le purificateur, et pendant que l'appareil se mettait en marche, bientôt, une eau purifiée claire et inodore s'est écoulée. J'ai rempli 2 grandes bouteilles, je les ai cachées dans un compartiment secret, et j'ai versé le reste dans le seau amplifié pour le stockage. Assez pour durer longtemps, autonome, aucun problème. Pendant ce temps, Mia avait compris le système de réduction de Dylan. Ce midi-là, Mia a tiré Dylan à l'écart. Elle a dit que c'était pour empêcher les voisins de les voler, et a même proposé de les garder elle-même, promettant qu'elle serait absolument en sécurité. Dylan n'était jamais du genre à protester. Les paroles douces de Mia l'ont facilement influencé, alors il a accepté tout de suite. Il a sorti les 3 paquets restants de rations de survie, a activé le système de réduction, les a réduits à la taille d'un ongle, et les a donnés à Mia. Mia les a pris avec précaution et les a mis dans son sac à dos, mais pendant que Dylan ne regardait pas, elle a caché un paquet dans sa poche, une lueur avide brillant dans ses yeux, prévoyant clairement de le garder pour elle. J'ai vu toute cette scène clairement à travers la caméra cachée dans la chambre. J'ai vu toute cette scène clairement à travers la caméra cachée dans la chambre. Les regardant faire semblant d'être affectueux dans le salon, sans aucune émotion. Dylan pense probablement encore que Mia tient vraiment à lui, la voyant comme son soutien dans l'apocalypse, mais n'a aucune idée qu'il a déjà été utilisé comme un outil. Une fois que son système de réduction deviendra inutile, ou ne pourra plus satisfaire l'avidité de Mia, elle le laissera tomber sans hésiter. Je le sais mieux que personne. Cet après-midi-là, l'avidité de Gary a repéré Dylan cachant des provisions grâce au système de réduction, et il a débarqué chez lui avec 2 voisins. Gary a croisé les bras, l'air féroce, intimidant, visiblement venu pour le forcer. Il a obligé Dylan à réduire une demi-caisse de rations de survie pour lui, menaçant que s'il refusait, il dirait à tout le monde que Dylan planquait des provisions, et les laisserait tous venir piller. Dylan était naturellement timide et faible, après que Gary l'ait bousculé fort, il a blêmi de peur, trop effrayé pour refuser. Mia restait là, non seulement elle n'a pas aidé, mais elle s'est approchée de Gary, et a murmuré que Dylan pouvait réduire des trucs encore plus gros, l'incitant à apporter plus de provisions, proposant même d'aider à convaincre Dylan, visiblement cherchant à en profiter, sacrifiant complètement Dylan. Dylan a vu les yeux froids de Mia, puis les regards féroces de Gary et des autres, et n'a eu d'autre choix que de céder. Il s'est accroupi, activant le système encore et encore, réduisant chaque objet apporté par Gary, le visage vide, rempli de ressentiment. Gary et les autres ont regardé les provisions réduites, les ont fourrées dans leurs poches, satisfaits, puis ont fait demi-tour et sont partis, ignorant totalement les sentiments de Dylan, sans jamais tenir aucune de leurs promesses. Dylan s'est effondré par terre, les yeux pleins d'impuissance et de confusion, comme si toutes ses forces s'étaient envolées du jour au lendemain. Martha est rentrée de l'extérieur, et en voyant ça, non seulement elle n'a eu aucune compassion, mais elle a engueulé Dylan, le traitant d'incapable, de ne même pas pouvoir protéger ses propres affaires, et de se laisser forcer à faire ce qu'on lui dit, sa voix dégoulinant de mépris. Dylan a baissé la tête, et est resté silencieux, avec une lueur de désespoir dans les yeux. C'était peu, être la première fois qu'il ressentait la cruauté de l'apocalypse et la froideur de son entourage. C'était peu, être la première fois qu'il ressentait la cruauté de l'apocalypse et l'indifférence de son entourage. J'ai éteint la caméra discrètement, et je me suis levée pour trier mes propres provisions, sachant que se faire exploiter par les autres et se faire blâmer par sa propre famille n'était que le début de ce qui l'attendait. Dans ma vie antérieure, lui et Martha m'ont utilisé comme un outil à exploiter, ont pris tout ce que j'avais, et pour sauver leur peau, ils m'ont jeté au monstre. Cette fois-ci, je lui ferai ressentir chaque parcelle de la douleur que j'ai subie, lui faire savoir ce que c'est que d'être abandonné et trahi. Cet après-midi-là, la brume épaisse s'épaissit soudainement, plus dense que jamais, avec une visibilité réduite à moins de 60 cm, et l'air froid et humide devint plus lourd, rendant la respiration elle-même mordante de froid, comme s'il pouvait vous glacer les os. Juste à ce moment-là, un rugissement aigu et sinistre résonna dans le quartier, suivi du fracas d'une rampe brisée. Mon cœur a fait un bond. Je savais que quelque chose de pire arrivait. Un ours de brume, un monstre de niveau intermédiaire. Je me suis précipitée à la fenêtre. À travers la brume épaisse, je distinguais à peine un monstre de la taille d'un grand chien, son corps enveloppé dans une épaisse brume grise, ses membres forts et puissants, ses griffes et ses dents acérées, luisant froidement. Il chargeait follement l'immeuble résidentiel, sa peau dure pouvant résister aux attaques normales, et avec sa force immense, un coup a brisé la rampe en bas, faisant grincer le métal bruyamment. Les voisins hurlaient de terreur, claquant leurs fenêtres, serrant les poings, trop effrayés pour montrer leur visage. Dans le salon, Martha serrait Dylan contre elle, tremblante. Tremblant de peur, elle maudissait le monstre à voix basse, mais elle ne pouvait rien faire, si ce n'est endurer la terreur. Mia était accroupie derrière le canapé, suant à grosses gouttes, suppliant Dylan d'utiliser le système de réduction sur le monstre, la voix désespérée,
comme si Dylan seul pouvait terrasser l'ours de brume. Dylan était trempé de sueur, activant frénétiquement le système de réduction encore et encore, essayant de réduire l'ours de brume. Mais le système fonctionnait à peine sur les monstres vivants, ne faisant que réduire un peu l'ours un instant, avant qu'il ne reprenne sa taille normale. Au contraire, les interférences constantes n'ont fait qu'enrager l'ours de brume, le faisant rugir et charger notre immeuble. La porte a cogné bruyamment, les vibrations secouant les murs, comme si elle allait s'ouvrir d'une seconde à l'autre. Puis soudainement, l'ours de brume s'est écrasé dans la cage d'escalier, attiré par la faible odeur de provisions, se dirigeant tout droit vers le salon de Martha. Son énorme patte s'est abattue sur la vieille armoire cachant les provisions, et l'armoire en bois, déjà usée, ne pouvait résister à la force de l'ours de brume. Avec un bruit sec, l'armoire s'est brisée, le bois volant en éclats partout, et les quelques provisions que Martha y avait cachées se sont répandues, à peine visibles dans la brume épaisse. Quand l'armoire a été détruite, Martha a poussé un cri angoissé, mais elle est restée recroquevillée, figée. Le désespoir a envahi tout le couloir. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru en bas. Martha a crié après moi, la voix paniquée, voulant probablement que je reste pour combattre le monstre, pour leur laisser le temps de s'enfuir. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à marcher. Je suis descendu tout droit. J'avais besoin de chasser moi-même l'ours des brumes, à la fois pour me protéger et pour dissuader. J'ai attrapé une lourde barre de fer depuis l'espace du système, utilisé ma concentration mentale et l'ai agrandie par la volonté. La barre s'est immédiatement élargie jusqu'à l'épaisseur d'un bras et plus d'1,80 m de long. Son poids a augmenté en conséquence. Je la sentais lourde dans ma main, pleine de puissance. J'ai jeté la barre sur mon épaule et me suis précipité vers l'entrée de l'immeuble, au moment où l'ours des brumes reniflait les provisions éparpillées, l'air féroce, comme s'il était prêt à tout détruire. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis stabilisé, j'ai saisi fermement la barre, et pendant que l'ours était occupé avec les provisions, j'ai frappé fort dans son dos. Un lourd bruit sourd a résonné, alors que la barre s'abattait sur l'ours des brumes. L'ours a crié de douleur, rugissant, un cri perçant, et s'est retourné pour bondir sur moi. Ses griffes et crocs puant le sang, une vision terrifiante. J'ai esquivé sur le côté, évitant son attaque. Et alors qu'il se tournait, j'ai de nouveau frappé avec la barre, lui brisant la patte. La patte de l'ours des brumes a cédé, et il a poussé un rugissement à glacer le sang, clairement blessé, et ne voulant plus se battre. Il s'est retourné et a disparu dans la brume épaisse, s'évanouissant complètement. Les voisins ont passé la tête par les fenêtres, et ont vu la grande barre de fer dans ma main. Puis ils ont regardé vers où l'ours des brumes s'était enfui. Leurs yeux étaient pleins de surprise et de gratitude. Quelqu'un a ouvert sa fenêtre, me criant des remerciements, tandis que d'autres louaient mon courage, leur ton plein d'admiration. J'ai relâché ma concentration mentale, et la barre est immédiatement revenue à sa taille d'origine. Je l'ai remise dans l'espace du système, et je suis remonté silencieusement. Ce combat n'était pas seulement pour survivre, mais pour gagner la confiance des voisins. Dans l'apocalypse, faire cavalier seul ne dure jamais. Gagner la reconnaissance des autres me prépare à affronter des monstres plus coriaces à venir, et à affronter la famille de Martha. À ce moment-là, le système a sonné, félicitations, hôte, pour avoir vaincu le monstre ultime, l'ours des brumes. Vous avez débloqué l'autorisation d'amplification d'organismes vivants et l'ajustement du multiplicateur d'amplification. En entendant la notification du système, j'étais aux anges. Je savais que des monstres plus coriaces arrivaient, mais cette nouvelle capacité améliorera mes chances. De retour à la maison, Martha était à genoux ramassant les morceaux de l'armoire cassée, regardant les provisions éparpillées, pleurant ses provisions perdues. Dylan et Mia étaient encore secoués. Ils m'ont regardé, leurs yeux pleins d'émotions mêlées, surprise, jalousie, et une pointe de peur qu'ils essayaient de cacher. Je les ai ignorés, suis allé directement dans ma chambre, et ai fermé la porte. Je savais cette bataille n'était que le début, et des défis plus dangereux m'attendaient. Après avoir repoussé Wuxiong, les voisins sont venus me remercier. Certains n'ont apporté qu'un demi-biscuit, d'autres des paquets de médicaments contre le rhume, d'autres encore des outils simples, tous espérant échanger contre un peu de mon eau purifiée. J'ai choisi qui aider, échangeant un peu d'eau purifiée contre des médicaments et des outils de base, reconstituant mes provisions, et établissant de meilleurs liens avec les voisins. Martha était assise dans le salon, regardant les voisins me traiter avec respect, et lorgnant mes provisions avec envie, son visage s'assombrissant de plus en plus. Elle a probablement pensé que mes provisions devraient appartenir à la famille de Martha, et que puisque je ne suis qu'une étrangère, pourquoi devrais-je obtenir l'approbation et le respect des voisins? Pourquoi devrais-je avoir tout ceci? La jalousie a rampé dans son cœur comme des lianes, la rendant incapable de tenir en place. Une fois les voisins partis, pendant que je triais les biens échangés dans la cuisine, Martha s'est faufilée dans ma chambre et a commencé à fouiller partout. Elle pensait que j'avais caché des provisions dans la chambre et voulait les chaparder pour elle-même. Grâce à la caméra cachée dans la chambre, je pouvais voir chacun de ses mouvements. Elle a fouillé mon placard, les tiroirs, même sous le lit, ne trouvant presque aucune provision, mais a accidentellement trouvé les rations de survie rétrécies que Mia avait cachées sous le lit. Martha a ramassé les rations, et voyant la lueur blanche résiduelle du système de réduction dessus, elle a immédiatement pété les plombs. Elle était absolument sûre que c'était la cachette cachée de Mia, ce qui expliquait pourquoi la nourriture à la maison disparaissait. Les rations en main, elle a foncé dans le salon, criant sur Mia, l'accusant de cacher des provisions et d'être égoïste. Le visage de Mia s'est décomposé,
Elle a immédiatement rétorqué que Dylan lui avait dit de les cacher, et qu'elle ne les thésaurisait pas. Voyant cela, Dylan s'est immédiatement placé devant Mia, et a dit à Martha qu'il avait bien demandé à Mia de les cacher, disant à Martha de ne pas blâmer Mia. Voyant Dylan défendre Mia, Martha s'est encore plus énervée, les insultant tous les deux, les accusant de se ranger du côté des étrangers, de ne penser qu'à eux-mêmes, d'accumuler des provisions, la voix intense, la bave volant partout. Ils s'affrontaient, et la maison était en désordre. Martha est devenue plus furieuse, perdant son sang-froid, et a tourné sa colère contre moi, pensant que je creusais un fossé entre eux, provoquant la rupture entre la mère et le fils. Elle a foncé dans la cuisine, a attrapé mon bras, essayant de m'arracher le purificateur des mains, m'accusant de cacher des provisions. J'étais prêt, j'ai immédiatement repoussé sa main, j'ai attrapé le seau à côté de moi, et j'ai utilisé ma concentration mentale pour l'agrandir, faisant gonfler le seau immédiatement à la moitié de la taille d'une personne, le claquant aux pieds de Martha avec un bruit sourd, et l'éclaboussant d'eau, ce qui l'a un peu dégrisé, la faisant reculer de peur, le visage pâle, avec la terreur dans les yeux. Je lui ai jeté un regard froid, ma voix glaciale, avec une autorité indéniable, lui faisant réfléchir à 2 fois avant de me provoquer. Martha a vu le regard dans mes yeux, puis a regardé le grand seau par terre, clairement intimidée, et n'a pas osé s'approcher. Elle a serré les dents, les yeux pleins de ressentiment et de haine, mais a dû se retirer. Mia et Dylan ont arrêté de se disputer, me regardant avec une pointe de peur, n'osant plus m'ignorer comme avant. Je me suis retournée et j'ai continué à organiser les provisions, un sourire froid au coin des lèvres. Les querelles internes dans la famille de Martha venaient de commencer, car la cupidité et l'égoïsme sont comme un poison, érodant lentement leurs relations, les rendant méfiants les uns envers les autres, et se battant les uns contre les autres. Je veux voir combien de temps ils peuvent continuer à se disputer et jusqu'où ils comploteront l'un contre l'autre. Une fois qu'ils se seront complètement usés, c'est là que je réglerai les vieux comptes. Gary a découvert que Dylan pouvait rétrécir des objets, alors il s'est associé avec 2 autres voisins avides, et est revenu chez la famille de Martha. Cette fois, ils ont apporté plus de provisions, comme des médicaments volés et de l'eau purifiée, ainsi que des bijoux de valeur, voulant clairement que Dylan rétrécisse et cache le tout pour éviter d'être pris par les autres voisins, et aussi voulant utiliser la maison de Martha pour cacher les marchandises pour plus de sécurité. Dylan a vu leur regard féroce, se rappelant comment ils l'ont forcé la dernière fois, et a tremblé de peur, trop effrayé pour refuser. Mais les yeux de Mia se sont illuminés, voyant immédiatement une occasion en or de profiter. Elle a discrètement pris Gary et les autres à part, et a chuchoté que Dylan pouvait non seulement rétrécir ses provisions, mais aussi des objets plus gros, comme des meubles et des appareils électroménagers. Elle a proposé d'aider à convaincre Dylan, mais seulement si elle obtenait une part. Elle frottait ses doigts l'un contre l'autre en parlant, sa cupidité visible. Gary et les autres ont échangé des regards, et ont rapidement accepté de donner à Mia 2 packs de rations de survie. Mia a souri, satisfaite, et s'est tournée pour cajoler Dylan, disant que s'il aidait Gary et les autres, il nous protégerait, et partagerait les provisions avec nous plus tard, pour que nous puissions survivre au désastre de brume. Son ton était doux, plein de persuasion, comme si elle tenait vraiment à Dylan. Dylan était de toute façon faible, et ne pouvait résister aux cajoleries de Mia, craignant aussi que Gary ne devienne violent, alors il a dû céder. Il s'est accroupi, activant le système encore et encore, rétrécissant chaque provision de Gary une par une, puis les cachant soigneusement sous son lit. Martha se tenait à côté, regardant le tas de provisions se faire rétrécir et cacher, une lueur de convoitise dans les yeux. Elle s'est avancée, et a exigé la moitié des provisions comme frais de stockage, menaçant de tout raconter à tout le monde, qu'il planquait ça là, menaçant Gary et les autres. Le visage de Gary s'est assombri, et il a fusillé Martha du regard, rétorquant qu'elle devrait être contente qu'il la laisse cacher leurs provisions, et qu'elle osait demander des frais de stockage. Il a même menacé de révéler que Martha volait les voisins, pour qu'elle n'ait plus aucune place dans la communauté. Martha est restée sans voix, le visage passant du rouge au pâle, et paniquant à l'idée que Gary pourrait vraiment tout révéler, elle a dû serrer les dents et se taire, n'osant plus parler de frais de stockage, mais fixant toujours les provisions réduites, les yeux pleins de ressentiment. Ils se sont disputés sans fin sur le partage, leurs voix se sont élevées, échangeant accusations et menaces. La scène était un chaos total. La cruauté de Gary, l'avidité de Mia, la lâcheté de Dylan, les manigances de Martha, étaient comme une farce absurde, à la fois risible et pitoyable. Je me suis cachée dans la chambre, observant tout clairement à travers la caméra, et j'ai sorti l'enregistreur vocal que j'avais préparé plus tôt pour enregistrer leur dispute, car ces enregistrements serviraient de preuve contre eux plus tard. Les gens dans cette maison étaient sinistres. S'ils essayaient de me piéger, ou de voler mes provisions, ces enregistrements seraient utiles, pour qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Je me suis adossée à la tête de lit, écoutant la bagarre dehors, complètement indifférente, sachant que leur manigance ne mènerait qu'à leur perte. Après une dispute animée, Gary et les autres ont finalement perdu patience et ont accepté de donner à Martha un demi-paquet de rations de survie, et voilà, c'était fini. Après le départ de Gary et des autres, Martha a pris le demi-paquet de rations de survie, et a réprimandé Dylan et Mia, les accusant d'être inutiles pour n'avoir obtenu aucun avantage et de lui avoir causé des désagréments. Mia n'était pas convaincue et a rétorqué immédiatement, et les deux ont recommencé à se disputer. Dylan était pris entre 2 feux, déchiré, et ne pouvait que tenter de les séparer, mais personne ne l'écoutait. J'ai éteint la caméra, le sourire sur mon visage s'élargissant. Cette farce était loin d'être terminée.
Bien que les ours de brume aient été chassés, les provisions de la communauté étaient gravement épuisées par le chaos précédent, avec presque plus d'eau purifiée ni de rations de survie. La suspicion et les pillages entre voisins se sont intensifiés, car beaucoup ont profité de la brume épaisse pour forcer les portes des voisins et voler des provisions. Et chaque jour dans le couloir, on entendait des disputes, des bagarres et des pleurs désespérés, révélant pleinement la laideur de la nature humaine dans l'apocalypse. J'ai renforcé mes défenses, en utilisant le système d'amplification pour agrandir un tonneau d'eau à hauteur d'homme, et en le remplissant d'eau purifiée, tout en renforçant aussi la porte de la chambre, en plaçant une barre de fer amplifiée derrière comme défense pour empêcher quiconque de s'introduire brusquement. Pendant ce temps, j'ai refait l'inventaire du système, organisant soigneusement les provisions dans l'espace, enveloppant les provisions inhabituelles dans des bâches pour assurer un stockage sûr, et vérifiant l'espace restant pour laisser de la place pour un futur réapprovisionnement. Me voyant vivre régulièrement avec des provisions abondantes, Martha est devenue de plus en plus jalouse, incapable de supporter sa propre situation misérable ni de me voir posséder toutes les ressources. Alors elle a secrètement trouvé quelques voisins également avides, se blottissant pour chuchoter et semer délibérément la discorde, disant que j'accumulais des provisions et refusais de partager, et que j'utilisais le système d'amplification pour monopoliser les ressources de la communauté, essayant d'inciter tout le monde à voler mes provisions et prendre ce que j'avais pour eux-mêmes. J'ai appris son plan grâce à la caméra, et je n'ai rien ressenti du tout. Dans ma vie précédente, elle adorait utiliser ce genre de tactique de division, me sacrifiant pour son propre profit. Dans cette vie, je ne la laisserai jamais réussir. J'ai délibérément placé une petite quantité d'eau purifiée dans un endroit visible près de la porte, et quand les voisins passaient, j'ai fait semblant de la renverser accidentellement, laissant l'eau se répandre sur le seuil, donnant intentionnellement la fausse impression que j'avais des provisions pour appâter Martha. Peu de temps après, Martha est arrivée avec les voisins qu'elle avait montés. Dès qu'elle est entrée, elle m'a pointé du doigt, m'accusant avec fureur de cacher des provisions et de refuser de partager, d'une voix enflammée, essayant de monter les autres voisins pour qu'ils s'unissent tous contre moi. Les autres voisins avaient l'air furieux aussi, leurs yeux fixés sur moi, comme si j'étais vraiment l'égoïste qui accumulait toutes les provisions. J'ai pris un air blessé et impuissant, montrant l'eau par terre et disant que c'était tout ce qu'il me restait, que je l'avais renversé par accident, et qu'honnêtement, je n'avais pas de provisions supplémentaires. Mon ton était sincère et mon expression paniquée, me donnant l'air complètement sans défense, ce qui a réussi à gagner la sympathie des voisins. À ce moment-là, un voisin a soudain pris la parole, disant qu'il avait vu Martha prendre en cachette la demi-bouteille d'eau purifiée de mon pas de porte, révélant sa petite manigance. Tout le monde s'est immédiatement tourné vers Martha. Le visage de Martha a montré de la panique alors qu'elle couvrait instinctivement sa poche, ses yeux fuyants, ayant l'air vraiment coupable. Les voisins se sont immédiatement avancés, et ont sorti la demi-bouteille d'eau purifiée de sa poche. La vérité a éclaté, et les voisins ont explosé de colère. Ils ont tous accusé Martha d'être elle-même avide. Elle essayait de piéger quelqu'un d'autre et de les retourner les uns contre les autres. Leur voix était pleine de déception et de fureur. Après avoir insulté Martha, ils se sont tous retournés et sont partis, ne voulant plus croire un mot de ce qu'elle disait. Martha est restée là, isolée, les yeux fixés sur moi, plein de venin mais impuissant. Dylan est resté caché dans sa chambre, trop effrayé pour sortir, probablement trop gêné, et effrayé que les voisins ne se retournent aussi contre lui. J'ai baissé la tête, nettoyant en silence l'eau par terre, ne ressentant absolument rien à l'intérieur. Les manigances constantes de Martha ne font que l'isoler de plus en plus, faisant que tout le monde la déteste encore plus. C'est exactement ce que je voulais. Une fois qu'elle aura perdu toute confiance des voisins et perdu tout soutien, je réglerai lentement mes comptes avec elle, la faisant payer pour tout ce qu'elle a fait dans la vie antérieure. Après avoir été accusée par les voisins, Martha n'a pas reculé, au contraire, elle a complètement disjoncté. Elle ne supportait pas que je vive en paix, ne pouvait pas accepter à quel point elle avait sombré, aveuglée par la cupidité et l'amertume. Elle s'est secrètement alliée avec Gary et ses acolytes, mettant au point un plan diabolique, pendant le chaos des monstres tard dans la nuit, pour voler les provisions que j'avais cachées dans le garage souterrain. Elle ignorait que j'avais l'espace du système, pensant que je cachais encore mes provisions au garage, comme dans ma vie antérieure. C'était la plus grande faille de son plan. Pour réussir son coup, quand je ne regardais pas, elle a subtilisé un double de la clé de ma chambre, et a surveillé ma routine quotidienne, s'assurant que je dorme à point fermé la nuit. Elle et Gary ont convenu qu'à 2h du matin, Gary et sa bande m'occuperaient à l'étage, pendant qu'elle transporterait les provisions du garage, une répartition nette du travail. Elle pensait que son plan était infaillible, mais elle ne savait pas que la caméra cachée dans ma chambre avait tout filmé, chaque mouvement, chaque complot murmuré, tout était sous mon contrôle. Tard dans la nuit, j'étais allongée dans mon lit, faisant semblant de dormir, respirant calmement, mais mes oreilles guettaient le moindre bruit dehors, rassemblant discrètement ma concentration mentale, prête à agir. À 2h pile, le coup a frappé pile à l'heure, accompagné de Gary et des autres qui simulaient des cris urgents.
hurlant que des monstres étaient entrés, et que je me dépêche d'ouvrir la porte. J'ai délibérément traîné un peu, faisant semblant de sortir du sommeil, je me suis levé lentement et j'ai ouvert la porte, le visage à moitié endormi et paniqué. Au moment où la porte s'est ouverte, Gary et sa bande ont fait irruption, regardant partout, fouillant tout, prétendant chasser des monstres, mais en réalité, ils essayaient de m'occuper, pour faire gagner du temps à Martha. J'ai fait semblant d'être terrifiée, et je me suis blottie dans un coin, tremblant un peu, mais j'avais déjà activé le système dans ma tête, attendant discrètement le bon moment. Au moment où ils étaient totalement concentrés sur la recherche, et leur attention était dispersée, j'ai discrètement rassemblé ma concentration mentale, et j'ai agrandi les détritus à l'entrée du garage carton, barres de fer, bouteilles en verre tous multipliées par 10. Instantanément, les cartons ont gonflé jusqu'à la hauteur d'une personne, et les barres de fer et les bouteilles en verre sont devenues énormes, bouchant complètement l'entrée du garage, même un pied ne pouvait pas passer, tassé, solide comme un roc. À ce moment-là, Martha, tenant la clé de ma chambre, s'est précipitée joyeusement vers le garage, pensant qu'elle pourrait facilement prendre toutes mes provisions, mais en voyant l'entrée complètement bloquée. Elle s'est figée, l'excitation et la suffisance sur son visage se sont figées, remplacées par l'incrédulité et la panique. Elle a poussé fortement sur les cartons, mais ils n'ont pas bougé d'un pouce. Peu importe à quel point elle poussait, elle ne pouvait pas déplacer ces objets agrandis. Juste à ce moment-là, le cri strident d'un insecte de brume a retenti au loin, se rapprochant, clairement, un insecte attardé avait été effrayé, et se dirigeait vers nous. Martha était morte de peur, ne se souciant plus des provisions, se retournant et courant, mais dans sa panique, son pied a glissé, et elle est tombée lourdement par terre. Plusieurs insectes de brume ont rampé à travers la brume épaisse, se sont posés sur sa jambe, et l'ont mordu violemment plusieurs fois. La douleur intense a fait hurler Martha immédiatement. Sans même essuyer la poussière et la sueur de son visage, elle a grimpé à quatre pattes jusqu'à l'étage, en piteux état. Gary et les autres ont fouillé ma chambre un moment, n'ont rien trouvé, puis ont entendu le cri perçant de Martha, réalisant instantanément que leur plan était découvert, craignant une attaque des monstres, ils n'ont pas osé rester une seconde de plus, se dispersant dans toutes les directions, terrifiés à l'idée qu'une seconde de plus leur coûterait la vie. Martha a titubé jusqu'à la maison, la blessure sur sa jambe était déjà enflée et purulente, des sueurs froides coulant de la douleur, son visage d'une pâleur mortelle, pouvant à peine tenir debout. Elle m'a regardé, les yeux pleins de venin et de ressentiment, mais elle n'a pas osé dire un mot. Elle savait au fond d'elle-même que cette fois, son plan s'était retourné contre elle. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait, toute la douleur était auto-infligée. Je l'ai regardée froidement, sans une once de pitié, et sans un mot de plus. Dans ma vie passée, la douleur qu'elle m'a infligée était 100 fois pire. Ce n'est qu'un autre paiement avec intérêt, le vrai règlement est encore à venir. Dylan était constamment forcé par Gary et les autres à utiliser le système de réduction, le système, qui avait déjà des limites d'utilisation, est devenu encore plus instable. Combiné à la surcharge de sa concentration mentale, il subissait fréquemment de brèves défaillances. Après chaque échec, il devait s'effondrer et se reposer longtemps pour récupérer. Son visage pâlissait de jour en jour, et la lumière dans ses yeux était peu à peu remplacée par l'épuisement. Il dégageait une faiblesse maladive. Cet après-midi-là, Gary vint voir Dylan à nouveau avec une demi-boîte de médicaments rares. Son ton portait une pression indéniable, exigeant qu'il l'aide à le réduire et à le cacher. Dylan avait été battu et maltraité depuis longtemps jusqu'à la peur, et n'osait pas résister. Il ne pouvait que serrer les dents et activer le système. Alors que la lumière blanche tourbillonnait, le médicament rétrécissait lentement. Mais alors qu'il allait atteindre la taille cible, le système tomba soudainement en panne, et la lumière blanche disparut instantanément. Le médicament rétréci reprit brusquement sa taille d'origine, exposant complètement l'acte d'accaparement de fourniture de Gary. Juste à ce moment, quelques voisins passèrent par hasard, et assistèrent à la scène de leurs propres yeux. Le groupe, déjà anxieux à cause de la pénurie de fournitures, vit que Gary avait osé accaparer des médicaments vitaux, et leur colère s'enflamma instantanément. Ils l'entourèrent, exigeant une explication. Gary et ses hommes étaient furieux et humiliés. Non seulement ils refusèrent de reconnaître leur faute, mais ils déversèrent toute leur colère sur Dylan, croyant qu'il les avait délibérément sabotés. Le groupe frappa et donna des coups de pied à Dylan, frappant vicieusement. Ensuite, ils volèrent même le demi-sac de rations de survie qui lui restait, puis partirent en jurant. Mia se tenait non loin, observant froidement tout le temps, sans aucune trace de pitié dans ses yeux. Elle voyait que Dylan avait complètement perdu son utilité, et craignant que Gary et les autres ne s'en prennent à elle, elle s'est retournée contre lui, a fait ses bagages, et a quitté la famille de Martha sans un regard en arrière. Puis elle est allée directement chez un autre voisin de l'enceinte qui avait des provisions, ne pensant qu'à elle-même. Meurtri et contusionné, Dylan est rentré chez lui en titubant, décoiffé et battu, et n'a plus pu se contenir. Il s'est effondré sur le canapé et a fondu en larmes, ses sanglots pleins de ressentiment et de désespoir. Martha est revenue de sa recherche de provisions, et en le voyant dans cet état, elle n'a pas prononcé un seul mot de réconfort. Au contraire, elle s'est acharnée sur lui, d'un ton amer et méprisant, chaque mot l'accusant d'être bon à rien, lâche, incapable même de garder sa petite amie, et avait gaspillé toutes les provisions de la famille. Dylan a relevé la tête brusquement, et en voyant le visage méchant et cruel de Martha, le ressentiment dans ses yeux s'est lentement transformé en désespoir. C'était probablement la première fois qu'il réalisait que la mère sur laquelle il avait toujours compté
et la petite amie pour laquelle il avait tout donné, l'abandonnerait quand il aurait le plus besoin d'elle, le blâmerait, et personne ne lui tendrait la main. Il a essuyé ses larmes en silence, recroquevillé dans le coin du canapé, et n'a rien dit, comme si toute sa force l'avait quitté. Je me tenais à la porte de la chambre, observant tout, ne ressentant absolument rien. Dans ma vie antérieure, il avait été exactement comme ça. Quand je n'avais aucune issue, il m'avait trahi sans une seconde pensée, me poussant dans l'abîme. Dans cette vie, il goûte à son tour à l'amertume que j'ai connue. La lâcheté et l'égoïsme finissent toujours par se retourner contre vous. Le brouillard est à son apogée, une épaisse brume gris-blanc engloutit tout le quartier, on ne voit même pas les bâtiments d'à côté, tellement sombre qu'on ne voit pas sa main devant son visage. Au milieu de ce silence de mort et de ce chaos, un rugissement assourdissant déchire le brouillard, avec une force écrasante et destructrice, le monstre ultime du noyau de brume apparaît enfin. Tout le quartier plonge dans le chaos, les habitants sont terrifiés, laissant tout tomber et fuyant à l'étage. Les portes sont fracassées, la rampe grince et se brise sous l'impact du monstre, déclenchant des cris. Les cris et le bruit d'objets qui se brisent s'entremêlent, résonnant dans tout le quartier, alors que le désespoir remplit chaque recoin de l'endroit. Martha s'accroche à la dernière demi-boîte de rations de survie, traînant un Dylan tremblant vers le dernier étage, maudissant cette foutue situation entre ses dents, mais sans une once de courage pour riposter. Le visage de Dylan est blanc comme un fantôme, ses jambes sont en coton, il tient à peine debout, et l'attitude arrogante qu'il tirait du système a complètement disparu. Je me force à rester calme, plus la situation devient désespérée, plus je dois garder mon sang-froid. En ce moment, la seule option est de construire une barricade solide, pour repousser l'attaque du monstre, et gagner du temps aux habitants pour qu'ils se préparent. Je rassemble ma concentration mentale et invoque silencieusement la voiture depuis l'espace du système d'amplification. La barre de fer et le tuyau d'acier sont instantanément amplifiés 10 fois. La voiture devient une barrière d'acier massive, la barre de fer et le tuyau d'acier s'empilent couche par couche derrière la voiture, formant une barricade temporaire solide comme le roc. Chaque pièce est positionnée avec précision, ne laissant aucune brèche pour que la bête puisse passer. La bête du noyau de brume avance d'un pas lourd, s'approchant lentement de l'immeuble résidentiel. Pas à pas, elle entre dans la zone de ma barricade. Elle percute violemment la voiture amplifiée, un bruit sourd fait trembler le sol, la carrosserie est gravement déformée, avec un énorme enfoncement, mais elle tient bon, bloquant son chemin. La bête, furieuse, projette de la brume corrosive, qui atterrit sur la voiture, corrodant instantanément de grandes plaques rouillées. Une odeur âcre se répand, mais la voiture ne s'effondre pas tout de suite, s'accrochant obstinément. Les voisins d'en haut passent la tête dehors. À travers la fine brume, ils voient ma barricade. La surprise et l'espoir illuminent leurs yeux. Quelqu'un crie de venir aider, puis, de nombreux voisins valides descendent en courant, attrapent tous les outils qu'ils trouvent, et se joignent volontairement à la défense. Je vois de plus en plus de gens se rassembler, et je me sens un peu soulagée. Avec seulement ma force, je ne pourrai jamais chasser cette bête, ce n'est qu'en unissant nos forces qu'il y a une lueur d'espoir. Martha et Dylan sont toujours recroquevillés à l'étage, tremblants, trop effrayés pour descendre. Dans un moment de vie ou de mort, on voit les vraies couleurs des gens, qui est un partenaire pour combattre côte à côte, et qui est un lâche qui se cache derrière. C'est clair comme de l'eau de roche. Le monstre du noyau de brume continue de marteler la barricade. La voiture agrandie se déforme de plus en plus. Sa carrosserie est criblée par la brume corrosive. Elle pourrait s'effondrer à tout moment. Les voisins ripostent désespérément. Certains attrapent des pierres et les lancent sur le monstre. D'autres balancent des barres de fer sur ses membres. Mais ces attaques le touchent à peine. Elles ne peuvent pas arrêter son déchaînement. La barricade ne tient plus qu'à un fil. Martha se cache sur le toit. Ses rations de survie cachées ont été contaminées par la brume corrosive qui monte, et sont devenues rances et nauséabondes, les rendant totalement immangeables. La mère et le fils sont blottis dans un coin, observant la bataille chaotique en bas. Ils ont peur que le monstre les attaque, et sont stressés par la nourriture qui s'épuise. Les voisins qu'elle avait provoqués les voient cachés sur le toit, refusant de se joindre au combat, et les accusent d'être égoïstes. Plus tard, quand les deux essaient de descendre chercher des provisions, ils sont bloqués à l'escalier. Personne ne veut les aider. Ils sont complètement seuls et sans ressources. Désespérée, Martha n'a d'autre choix que d'emmener Dylan, descendant prudemment les escaliers, pas à pas vers la barricade. Ils font les humbles devant moi, suppliant de rejoindre la barricade et d'obtenir une part des provisions. Dylan baisse aussi la tête, les yeux remplis de regret et de désespoir. Toute son arrogance passée a disparu. En voyant leur visage pitoyable et suppliant, je n'éprouve aucune pitié pour eux. Dans ma vie antérieure, c'est exactement comme ça qu'ils se sont comportés. Quand j'étais désespérée, non seulement ils ont refusé de m'aider, mais en plus, ils m'ont frappé quand j'étais à terre, et ont volé mes dernières provisions. Mais maintenant, c'est un moment crucial pour combattre le monstre. Chaque personne supplémentaire apporte un peu de force. Même s'ils ne peuvent que faire de petits travaux, ils peuvent tout de même alléger la charge des voisins. J'ai fixé des conditions claires, exigeant qu'ils participent pleinement à la défense, et que les provisions soient distribuées en fonction des efforts. Désormais, ils ne peuvent pas m'exploiter ni comploter contre moi, ni semer la discorde parmi les voisins. Martha, désespérée de survivre, a hoché la tête à plusieurs reprises en signe d'accord, n'osant pas du tout discuter. Je leur ai donné une petite quantité de rations de survie et d'eau purifiée. Puis j'ai rapidement attribué les tâches,
faisant garder à Dylan le côté de la barricade pour se concentrer sur l'observation des mouvements du monstre. S'il remarquait quelque chose d'inhabituel, il devait signaler immédiatement. Martha était chargée de passer les outils et de soigner les voisins blessés. La mère et le fils n'osaient pas se relâcher, obéissant docilement aux ordres et faisant de leur mieux dans leurs tâches. Dylan a regardé les voisins se battre dur autour de lui, puis il m'a regardé, chargeant en avant, les yeux pleins de culpabilité, réalisant probablement enfin à quel point ses actions passées étaient ridicules, égoïstes. À ce moment-là, le monstre a lancé une autre attaque féroce et a percuté violemment la voiture déjà surchargée. Avec un grand fracas, la voiture s'est complètement effondrée et une brèche est apparue immédiatement dans la barricade. Les voisins ont reculé de peur, mais personne n'a choisi de fuir. Au contraire, ils ont serré leurs outils fermement, prêts à se battre jusqu'à la mort. J'ai saisi la barre de fer dans ma main et j'ai rassemblé toute ma concentration mentale et l'ai agrandie au maximum. La barre de fer est devenue instantanément épaisse et lourde, assez pour affronter le monstre de front. Dans cette bataille, soit nous gagnons, soit nous mourrons. Nous n'avons pas de retour en arrière. Que Martha et Dylan survivent dépend de leur propre performance. Les voisins se sont unis, comblant rapidement la brèche avec des pierres et des tuyaux d'acier de récupération. La barricade tenait pour l'instant. À ce moment-là, Mia est soudainement apparue à la porte de Martha, avec un air fin de culpabilité, et s'est dirigée vers Dylan pas à pas. Elle a tenté de regagner ce refuge temporaire. Dylan a toujours eu le cœur tendre, et sans personne d'autre à qui se fier, dès qu'il a vu Mia revenir, il a craqué. Il lui a pardonné de les avoir abandonnés plus tôt, et a même subtilisé des rations de survie de sa part, et les a données à Mia. Martha n'était pas contente, mais elle savait que plus de monde signifiait plus de force, alors elle s'est mordu la langue, et n'a rien dit. Mia a joué la gentille, distribuant des provisions, mais ses yeux parcouraient la barricade, son regard vacillant, clairement en train de manigancer quelque chose. J'ai vu clair en elle. Elle n'est pas revenue pour se battre avec nous. Elle voulait juste profiter des provisions, et si les choses tournaient mal, elle reprendrait la fuite. Pour l'empêcher de causer des problèmes, j'ai fait monter la garde à un voisin de confiance du côté de la barricade, surveillant chacun de ses mouvements. Comme prévu, peu de temps après, Mia a prétexté une patrouille. Elle s'est glissée jusqu'au côté de la barricade. Elle a retrouvé le voisin qui avait déjà collaboré avec Gary, et lui a murmuré les points faibles de la barricade. Elle a essayé de l'échanger contre des provisions. Le voisin qui gardait le côté m'a immédiatement prévenu, et j'étais furieuse. J'ai immédiatement modifié la disposition de la barricade, doublant les défenses du côté. J'ai aussi empilé plusieurs gros tuyaux d'acier là, bas, renforçant encore la barricade, bouchant complètement le trou. Puis, j'ai rassemblé quelques voisins et j'ai trouvé Mia, juste devant Dylan. J'ai dévoilé son sale coup, divulgué la barricade et convoité les provisions. Le visage de Mia a pâli instantanément, et elle a paniqué, essayant de se défendre, ses yeux fuyant partout, bafouillant des bêtises. Elle avait l'air vraiment coupable. En la voyant ainsi et se rappelant comment il avait été abandonné et utilisé avant, Dylan a enfin vu son vrai visage, et la dernière once d'affection dans son cœur a disparu. Réprimant sa colère, il a ordonné à Mia de partir. Voyant son complot découvert, et étant complètement abandonnée par Dylan, elle n'a pu que filer en douce, n'osant plus jamais approcher la barricade. Dylan l'a regardé s'éloigner, les yeux pleins de regret et de colère, de la haine pour Mia, et de la frustration envers lui-même pour avoir été si aveugle. J'ai doucement tapoté son épaule, sans un mot. Certaines vérités, on ne les comprend vraiment qu'après les avoir vécues soi-même, et certaines personnes, on ne voit leur vrai visage qu'après les avoir perdues complètement. Une fois la menace interne de Mia écartée, nous pouvions concentrer toute notre énergie à combattre les bêtes géantes, et lutter pour notre survie. Mia a été chassée, et elle était amère. Au lieu de réfléchir à ses erreurs, elle a commencé à comploter sa vengeance. Elle s'est cachée dans la brume épaisse, et tandis que le monstre géant heurtait la barricade, semant le chaos, elle a discrètement ramassé une pierre au sol, et l'a balancée violemment sur le tuyau d'acier amplifié, le pilier central de la barricade. Elle a essayé de détruire la barricade, puis de me faire porter le chapeau, pour que les voisins m'accusent. Mais j'étais préparée, j'avais demandé à un voisin de surveiller, qui l'a immédiatement prise sur le fait. Il a crié et l'a démasquée. Tous se sont retournés pour regarder, et ont vu Mia cachée dans un buisson voisin, encore une pierre à la main, prête à relancer, le visage tordu par la méchanceté. Les voisins étaient furieux de l'acte malveillant de Mia, et se sont précipités pour l'encercler, en criant et en l'injuriant. Tout le monde était déjà épuisé à cause de l'apocalypse, et ils détestaient ce genre de trahison. Certains ont même dit qu'il fallait la jeter dehors. Terrifiée à l'idée qu'ils la jettent à la bête pour l'exemple, Mia était morte de peur, à genoux par terre, suppliant qu'on l'épargne, pleurant et reniflant, mais personne n'a eu pitié d'elle. Profitant du chaos et du relâchement de la vigilance de tous, elle a soudainement fendu la foule, et s'est enfuie du bâtiment sans se retourner, n'osant plus jamais se montrer devant nous. Avec Mia hors de jeu, nous avons immédiatement réorganisé notre stratégie de défense, cherchant la clé pour repousser la bête. J'observais les mouvements de la bête, scrutant attentivement chaque attaque, chaque jet de brume, et j'ai peu à peu repéré un schéma.
Chaque fois qu'il crachait de la brume corrosive, le noyau de brume sur sa tête était brièvement exposé, sa lumière bleue faible, et ses défenses considérablement affaiblies. Ça doit être son point faible. J'ai immédiatement partagé cette découverte avec tous les voisins, et j'ai rapidement trouvé un plan, distraire et frapper. Chacun connaissait son rôle. Quelques voisins ont pris les bandes de tissu amplifiées, et les ont agitées rapidement devant la bête, en criant, pour attirer son attention, la faisant cracher de la brume. Dylan s'est caché dans une zone sûre, surveillant le moment où le noyau de brume serait exposé, pour signaler l'attaque à temps. Après m'être amplifié avec le système, j'ai conduit quelques voisins agiles, eux aussi amplifiés, tous armés d'armes amplifiées, attendant le moment où le noyau de brume serait exposé pour lancer une attaque précise, et fracasser le noyau de brume de toutes nos forces. Martha continuait de soigner les blessés, distribuant armes et provisions, protégeant l'arrière. Chacun a fait sa part, et nous nous sommes préparés pour le combat final. La bête semblait avoir compris, et est devenue encore plus folle, rugissant et attaquant plus fort. La brume corrosive était crachée plus fréquemment, et chaque impact ébranlait violemment la barricade. Les voisins ripostaient de toute leur force, même quand quelqu'un était blessé, ils se soignaient rapidement, et replongeaient dans le combat, sans que personne ne recule. J'ai saisi ma barre de fer, les yeux rivés sur sa tête, pensant, maintenant ou jamais, si nous fracassons le noyau de brume, nous survivrons. Le plan de bataille final est en action. Plusieurs voisins tiennent des bandes de tissu agrandies, filant agilement devant la bête, tissant des motifs dans l'air. Ils les agitent frénétiquement, hurlant à plein poumon, pour provoquer délibérément le monstre furieux. La bête est complètement enragée, rugissant, chargeant droit sur les bandes de tissu, ouvrant ses mâchoires pour projeter un nuage de brume corrosive, engloutissant complètement la zone devant elle. Martha est toujours terrifiée, son corps tremblant de façon incontrôlable, mais elle trouve le courage et se joint aux voisins pour crier, essayant de désorienter la bête, pour créer une opportunité pour nous. Comme prévu, Dylan se cache derrière un rocher près de la barricade, les yeux fixés sur la tête de la bête, n'osant pas cligner des yeux, effrayé de rater le moment où le noyau de brume apparaît. La brume se dissipe progressivement, et le noyau de brume sur la tête de la bête est brièvement exposé, sa lumière bleue bien plus faible qu'avant, ce qui en fait le moment parfait pour attaquer. Dylan donne le signal immédiatement, et son cri perce le bruit de la bataille. Je saisis cette opportunité éphémère, rassemble toute ma concentration mentale, et agrandis la barre de fer à sa taille maximale, aussi épaisse qu'un poteau téléphonique, bien 5 mètres de long. Cette lourde barre de fer porte l'espoir de survie de tous. Je pousse sur le sol, saute dans les airs, et avec l'élan, abat la barre sur le noyau de brume exposé de la bête. Avec un boom assourdissant, la barre de fer frappe durement le noyau de brume, provoquant un bruit métallique strident. Le choc engourdit mon bras. La bête se débat dans l'agonie, son corps massif tremblant violemment, alors qu'elle percute la barricade. Les tuyaux d'acier et les rochers amplifiés s'effondrent, et la barricade est sur le point de s'écrouler à nouveau. La lutte de la bête dégage une rafale puissante qui me projette en arrière, et je heurte le sol violemment. Les débris creusant une profonde entaille dans mon bras, tandis que le sang commence à s'écouler. La douleur me traverse, et je manque de m'évanouir. Les voisins accourent, m'aidant à me relever avec précaution, pendant que quelqu'un pense rapidement ma blessure, tandis que d'autres attrapent des outils et frappent les pattes et le corps de la bête fort, essayant désespérément de la distraire. Me laissant le temps de reprendre mon souffle. Dylan se précipite aussi derrière la barricade, ramasse du gravier, et utilise le système de réduction pour le réduire en fines particules, puis les lance dans les yeux de la bête, l'aveuglant. Blessée, la bête rugit et crache un autre nuage de brume, puis se retourne et fuit dans la brume épaisse, cherchant clairement à s'échapper, pour trouver un endroit où guérir. Ignorant la douleur brûlante, je me lève avec difficulté, et crie à tout le monde de la poursuivre, sachant que nous ne pouvons pas la laisser récupérer. Briser le noyau de brume tant qu'elle est blessée. Sinon, si elle revient, nous n'aurons pas la force de combattre. Tous les voisins hochent la tête, serrent leurs armes, et me suivent à la poursuite de la bête en fuite, alors qu'une chasse mortelle commence. Après avoir été blessée, la bête est devenue encore plus furieuse. Tout ce qu'elle voulait, c'était fuir, mais nous l'avons poursuivie sans relâche. Acculée, elle s'est retournée et a riposté. Elle se déplaçait beaucoup plus lentement maintenant, et le noyau de brume sur sa tête scintillait d'une lumière bleue. Clairement elle était gravement blessée, mais sa carapace était toujours résistante. Il nous faudrait une autre occasion pour briser le noyau de brume. J'ai dit à tout le monde de rester calme, de ne pas attaquer à l'aveuglette, de garder leur distance, d'encercler la bête, et d'attendre que le noyau de brume apparaisse. Les voisins ont hoché la tête, et se sont rapidement dispersés, certains ont lancé des pierres, d'autres ont frappé ses membres avec des barres de fer, la déstabilisant, et l'épuisant. Martha a ramassé une petite barre de fer, s'est raidie et a donné un léger coup à la patte de la bête. Non pas que cela ait fait de réels dégâts, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle essayait probablement de se racheter de ses erreurs passées, de vraiment faire partie du groupe. Dylan n'arrêtait pas d'observer la bête. Il se cachait derrière un rocher grossissant, les yeux concentrés et stables, il n'était plus le lâche qu'il était autrefois. Puis, la bête a craché de nouveau de la brume corrosive, et le noyau de brume sur sa tête a été exposé. Dylan a crié un signal, sa voix forte et pressante. J'ai agité la main, signalant à deux voisins rapides d'attaquer avec moi. Nous trois, serrant nos tuyaux d'acier magnifiés, nous nous sommes précipités sur la tête de la bête. Sentant la menace mortelle, la bête a balancé ses énormes griffes vers nous,
le vent de son cou assez fort pour nous faire voler. Nous trois avons bougé en parfaite synchronisation, esquivant rapidement des deux côtés. Les griffes se sont abattues sur le sol, laissant un énorme cratère, faisant voler des rochers. Alors que la bête retirait ses griffes, nous avons saisi l'occasion, sautant ensemble, et avons frappé fort nos tuyaux d'acier sur le noyau de brume. Un craquement net a retenti sur le champ de bataille, et une fissure nette est apparue sur le noyau de brume, sa lumière bleue s'assombrissant instantanément, presque s'éteignant. La bête a poussé un cri perçant, son corps massif tremblant violemment, ses mouvements ralentissant, et son agressivité chutant brusquement. Les voisins ont acclamé cela, leur morale s'envolant, et ils ont attaqué encore plus férocement, déterminés à en finir. Je savais que la victoire était proche, encore un coup fatal, et cette bête géante disparaîtrait à jamais. J'ai serré mon tuyau d'acier plus fort, rassemblé toute ma concentration mentale, et me suis préparé pour le coup final. Dylan a ramassé plus de cailloux, les a réduits avec le système de réduction, et les a lancés droit sur la fissure du noyau de brume, essayant d'agrandir la fissure. Martha a acclamé bruyamment depuis le côté, sa voix pleine d'excitation et d'espoir. À ce moment-là, nous n'étions plus des étrangers complotant les uns contre les autres, mais des camarades combattant ensemble pour survivre. Alors que la bête crachait à nouveau la brume épaisse, exposant brièvement le noyau de brume. J'ai bondi, j'ai mis toute ma force dans le tuyau d'acier, j'ai visé la fissure sur le noyau de brume, et je l'ai frappé violemment. Un fracas tonitruant, le noyau de brume a volé en éclats. La lumière bleue a disparu, se brisant en d'innombrables petites particules de lumière, et s'est dissipée dans la brume épaisse qui s'amenuisait. La bête du noyau de brume a poussé un dernier rugissement perçant, et son corps massif s'est lentement estompé, finissant par se fondre dans la brume épaisse, jusqu'à disparaître complètement. Alors que la bête mourait, la brume épaisse s'est progressivement amincie et dispersée, l'odeur corrosive dans l'air s'est estompée, le froid mordant a lentement reculé, et une bouffée d'air frais longtemps disparu nous a accueillis, provoquant les acclamations et la joie des voisins. Ils se sont enlacés, et certains ont pleuré de joie, libérant toute la peur et le stress des jours passés. Célébrant cette victoire durement gagnée, je me suis effondré au sol, tout mon corps endolori et faible, et alors que la blessure à mon bras se rouvrait, le sang a rougi ma manche. Mais mon cœur a ressenti un soulagement et une légèreté sans précédent. Cette bataille palpitante, nous avons gagné. On a survécu. Les voisins se sont rassemblés, m'aidant à me relever avec précaution, alors que quelqu'un m'a donné de l'eau purifiée, et un autre a utilisé ses derniers médicaments pour panser mes blessures, tandis que des mots de remerciement résonnaient à mes oreilles, chaleureux et sincères. Martha se tenait à l'écart, regardant cette scène réconfortante, le visage plein de culpabilité et d'envie, voulant s'approcher, mais trop gênée pour parler, alors elle s'est dirigée silencieusement vers les décombres, aidant à déblayer les outils et débris éparpillés, pour se racheter de ses erreurs passées par ses actions. Dylan a également rejoint activement l'équipe, soignant les voisins blessés et déplaçant les décombres, se déplaçant rapidement, l'air sérieux, paraissant bien plus calme qu'avant. N'étant plus arrogant ou égoïste, comme un homme complètement changé. La lumière du soleil a percé la brume qui s'amincissait, éclairant le quartier, apportant une lumière chaleureuse, dissipant l'obscurité de l'apocalypse. Alors que je regardais les voisins s'entraider en harmonie, et que je voyais Martha et Dylan travailler dur pour déblayer les décombres, tant d'émotions ont tourbillonné en moi. La douleur et la haine de ma vie passée sont derrière moi. Et cette fois, je ne me suis pas seulement vengée et échappée à l'exploitation et à la manipulation de la famille de Martha, mais j'ai aussi gagné la confiance et l'amitié de mes voisins. La brume épaisse ne s'est pas complètement levée, mais nous avons déjà vu une lueur d'espoir. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est déblayer les décombres, réparer les maisons, rétablir l'ordre dans le quartier, et attendre tranquillement que la brume épaisse se dissipe complètement, jusqu'au jour où le soleil brillera à nouveau. Le brouillard épais ne cesse de se lever, le soleil devient de plus en plus brillant, la visibilité revient lentement, et toute la communauté revoit enfin le soleil. En regardant autour, tout est en ruine, des murs effondrés, des maisons brisées, des décombres et des outils partout, et les vestiges de la bataille témoignent de la brutalité de cet apocalypse. Mais les visages des voisins sont illuminés par des sourires de survie. Tout le monde travaille ensemble, s'entraidant, déblayant méthodiquement les ruines et reconstruisant leurs maisons. Je rassemble toutes les fournitures restantes dans la communauté, j'en prends dans ma réserve au garage souterrain, et les ajoute aux fournitures des voisins, mettant tout en commun. Je les distribue équitablement selon les besoins de chaque foyer, en veillant à ce que chacun reçoive ses essentiels de survie de base. Pour les voisins blessés, je priorise les médicaments et l'eau purifiée et organise quelqu'un pour prendre soin d'eux, en veillant à ce qu'ils guérissent rapidement. Martha se porte volontaire pour nettoyer et réparer les portes, et bien qu'elle soit un peu maladroite et pas très habile, elle le fait avec un soin particulier, ne manquant aucun endroit. Elle jette parfois un coup d'œil furtif vers moi, les yeux pleins de culpabilité et de remords, mais elle n'ose jamais mentionner les rancunes passées, se rachetant silencieusement par ses actions. Je n'engage pas la conversation avec elle, ni ne mentionne ses erreurs passées. Après avoir traversé cette bataille de vie ou de mort, la haine et les manigances passées semblent moins importantes et moins. Tant qu'elle se repent sincèrement et cesse de semer le trouble et d'exploiter les autres, je peux choisir de lui pardonner et lui donner une nouvelle chance. Dylan a accompagné quelques voisins bricoleurs, apprenant à réparer les meubles et les fenêtres. Il est devenu calme, mais exceptionnellement travailleur et posé, plus ce gamin gâté et égoïste. Un jour,
il a proposé de réparer la porte de ma chambre, et quand il a fini, il a baissé la tête et a murmuré « Désolé », sa voix pleine de regrets sincères. Je l'ai regardé, lui ai fait un petit signe de tête, et n'ai rien dit. Il n'est jamais trop tard pour se racheter. La douleur de ma vie passée était profonde, mais je ne voulais pas rester enchaînée à la haine. Les relations entre voisins sont devenues incroyablement harmonieuses, car tous les soupçons, conflits et bagarres passés ont disparu dans cette crise de vie ou de mort. Tout le monde a mis la main à la pâte pour transporter les provisions et réparer les maisons. Quelqu'un a allumé un feu, a cuisiné une marmite de bouillie chaude et l'a partagée avec tout le monde. La bouillie chaude a coulé dans nos gorges, chassant les derniers frissons et réchauffant tous les cœurs. Je me tenais sur le balcon, observant la scène animée mais paisible du quartier, me sentant totalement calme. Le ressentiment de ma vie passée a disparu, et j'ai accompli ce que je m'étais fixé dans celle-ci. J'ai survécu, je me suis libérée de la famille de Martha, et j'ai gagné la confiance et le respect de mes voisins. L'épais brouillard s'est levé, et une nouvelle vie est sur le point de commencer. Il pourrait encore y avoir des défis à venir, mais je ne suis plus un agneau attendant d'être abattu. J'ai le système d'amplification, des voisins qui se battent à mes côtés, et le courage de recommencer. Le quartier s'est enfin un peu calmé. Les voisins étaient reconnaissants pour ce que j'ai fait pendant la crise. Ils m'ont offert leurs provisions pour me remercier. Je n'ai pas tout pris. Je n'ai pris que quelques outils et médicaments essentiels. Je leur ai dit de garder le reste. L'épais brouillard s'est dissipé. Mais personne ne savait ce qu'il y avait d'autre dehors. Faire des provisions signifie plus de sécurité. Martha a vu les voisins commencer à me respecter davantage. Elle devenait de plus en plus jalouse. Elle avait l'habitude de me donner des ordres, toujours à me faire céder. Maintenant que tout le monde me faisait confiance en tant que chef, ça m'a vraiment piqué. La jalousie a de nouveau pris racine. Elle a secrètement approché Gary et d'autres, tentant le même vieux coup, semant la discorde, prétendant que je voulais accaparer les provisions et devenir le chef du quartier. Elle a essayé de retourner tout le monde contre moi. Mais après tout ce qui s'était passé, Gary et les autres avaient vu Martha telle qu'elle était vraiment. Ils savaient qu'elle était toujours en train de fomenter des problèmes. Égoïste et mesquine. Ils n'ont pas gobé ses mensonges. Non seulement ça, Gary lui a vraiment passé un savon. Il a souligné que j'avais failli mourir en les protégeant. Si je voulais vraiment accaparer les provisions, je n'aurais pas partagé mes réserves avec tout le monde. Il lui a dit de dégager et d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde. Martha s'est fait rembarrer, le visage écarlate puis blême, honteuse et furieuse à la fois, mais elle a gardé le silence, et elle n'a pu que rentrer en catimini, abandonnant complètement ses petites manigances. Dylan a deviné les pensées de sa mère, et a pris l'initiative de lui parler, lui conseillant d'abandonner ses manigances, à vivre honnêtement, et à arrêter de causer des problèmes. Martha était réticente, mais elle savait qu'elle n'avait plus aucune chance de semer le trouble, elle a donc dû abandonner, et se joindre discrètement aux autres pour reconstruire. Après ce cauchemar apocalyptique, Dylan a complètement changé. Il ne comptait plus sur les autres et n'était plus égoïste, et a commencé à m'aider à gérer les provisions, à renforcer les portes et fenêtres, et à soigner les voisins blessés, se rachetant de ses erreurs par des actions concrètes. Je n'ai pas refusé son aide, mais j'ai toujours gardé mes distances. La blessure d'avant était trop profonde, et je ne pouvais pas simplement laisser tomber, alors je ne pouvais qu'avancer lentement, laissant le temps guérir tout. Mia est devenue une paria totale dans le quartier, elle n'osait pas s'approcher des immeubles, elle ne pouvait que se cacher dans un coin de la résidence, vivant des restes que les voisins jetaient, menant une vie misérable. Un jour, alors que personne ne regardait, elle a tenté de s'introduire dans un bâtiment pour voler des provisions, mais a été repérée par un voisin en patrouille, et a été sévèrement punie. Après cet incident, elle n'a plus jamais osé s'approcher des bâtiments, survivant à peine dans ce coin. Parfois, en déblayant les décombres, je l'apercevais, mais je n'éprouvais pas une once de sympathie. Cette voie était son propre choix, la cupidité et la trahison ont un prix, et elle doit en assumer seule les conséquences. La brume matinale ne s'est toujours pas levée, et le quartier sent encore le désinfectant et l'odeur des monstres morts. J'aide les voisins à réparer le mur endommagé, mais au moment où je touche les briques froides, l'humidité dans l'air monte en flèche. La brume légère s'épaissit visiblement, engloutissant tout le quartier en un instant, et la visibilité tombe à moins d'1 mètre, ne laissant qu'un vide blanc autour. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le sol commence à trembler légèrement, et qu'un grondement sourd provient du fond de la brume épaisse, approchant avec une pression dévastatrice. Le cri d'un voisin brise le silence, et tout le monde s'arrête immédiatement, serrant leurs armes, sur leur garde. Je lève les yeux vers la partie la plus épaisse de la brume alors qu'une silhouette massive émerge lentement, encore plus grande que la précédente bête du noyau de brume, et aussi haute qu'un immeuble de 3 étages, son corps formé de brume d'un noir profond, et entouré d'innombrables monstres de bas niveau, des insectes de brume. Les silhouettes des ours de brume vacillent dans la brume, clairement contrôlée par elle. C'est le monstre ultime, la mère du noyau de brume, avec un noyau de brume plus gros qu'un point incrusté dans sa tête brillant d'une inquiétante lumière violette,
Sa défense est clairement plus forte que celle des bêtes ordinaires du noyau de brume, et elle a aussi la capacité de contrôler les monstres de bas niveau. Alors que le grondement se rapproche de plus en plus, la mère du noyau de brume marche lourdement vers l'immeuble résidentiel, faisant trembler le sol à chaque pas, et partout où elle passe, le mur à moitié réparé est instantanément réduit en miettes avec des débris qui volent partout. Sous le contrôle de la bête, les monstres de bas niveau lancent une attaque à grande échelle comme une vague déferlante. Les insectes de brume grouillent en essaim, rongeant les murs et les portes et émettant des bruits perçants. Les ours de brume restants heurtent la porte de la cage d'escalier comme des fous, et les coups sont sourds et violents, comme s'ils allaient défoncer la porte d'une seconde à l'autre. La barricade temporaire du quartier cède instantanément. Les insectes de brume mordent de nombreux voisins, les forçant à résister tout en reculant à l'étage. Les cris et le bruit des armes se mêlent, et le chaos éclate à nouveau. Martha tremble de peur. Elle agrippe fermement le bras de Dylan. Elle peut à peine se tenir debout. Elle marmonne des mots désespérés, encore et encore. Le visage de Dylan est pâle, mais sa lâcheté habituelle a disparu. Il serre les poings, ramasse du gravier par terre, et se tient prêt à combattre, la détermination dans les yeux. Je prends une profonde inspiration, me forçant à me calmer. Pour l'instant, notre seule chance est d'utiliser les provisions pour construire une nouvelle barricade. Je me retourne et cours immédiatement vers le garage souterrain, où j'ai caché des armes et des provisions. J'agrandis au maximum toutes les barres de fer et les tuyaux d'acier restants dans le garage, et j'agrandis aussi quelques voitures abandonnées, les empilant en une solide barricade d'acier pour bloquer l'avant de l'immeuble. Dans la panique, je touche le pendentif en cristal autour de mon cou. Ce pendentif est avec moi depuis aussi loin que je me souvienne, fabriqué dans un matériau spécial, ne s'étant jamais usé au fil des ans. Par instinct, je l'agrandis, et à ma surprise, le pendentif émet instantanément une douce lumière blanche, formant une barrière invisible. Non seulement il repousse la brume corrosive, mais il interfère aussi avec les monstres de bas niveau, ralentissant leurs mouvements. Je fais signe à tout le monde de se mettre à l'abri derrière la barrière du pendentif. Les voisins se rassemblent vers la lumière blanche, et Martha et Dylan accourent aussi, le visage rempli de soulagement d'être en vie. En voyant cela, la mère du noyau de brume, furieuse, rugit et projette une large zone de brume corrosive qui se précipite vers la barrière. Alors que la lumière blanche et la brume s'affrontent violemment, un bruit de crépitement aigu emplit l'air, et la barrière tremble violemment, mais elle tient bon. Je sais au fond de mon cœur, c'est la bataille ultime pour la survie de tous. Nous devons tout donner si nous voulons une chance de vivre. La mère bête du noyau de brume a déchaîné des vagues incessantes de monstres de bas niveau, et les insectes de brume ont envahi la barrière de lumière blanche, se consumant en cendres au contact, se transformant en volutes de fumée noire. Les ours de brume continuaient de heurter la barrière, des bruits sourds résonnaient constamment, mais ils ne pouvaient pas traverser la barricade. Mais la brume corrosive de la mère bête s'intensifiait, et la lumière blanche de la barrière commençait à faiblir, avec de petites fissures apparaissant à sa surface, prêtes à se briser à tout moment. J'ai rapidement organisé les voisins en équipe. Certains agitaient des bandes de tissu agrandis, chassant les insectes de brume qui approchaient, tandis que d'autres tenaient des barres de fer agrandies, visant les points faibles sur la tête des ours de brume. Tout le monde avait un rôle clair, se battant courageusement, même si quelqu'un était blessé, il se soignait et replongeait dans la mêlée, et personne ne reculait. Dylan s'est soudainement avancé, le regard déterminé, indiquant qu'il distrairait la mère bête. Il prévoyait d'utiliser le système de réduction pour se rapetisser, se faufiler dans la horde de monstres, et s'approcher de la mère bête du noyau de brume pour l'attaquer. Je me suis figé, puis j'ai hoché la tête. Le système de réduction cause peu de dégâts aux monstres vivants, mais il est parfait pour l'infiltration. Je lui ai dit de faire attention, et je lui ai donné un biscuit agrandi pour l'énergie. Dylan a activé le système, et son corps a rétréci à la taille d'une fourmi, se glissant par des interstices dans le sol au sein de l'essaim de monstres de bas niveau. Il se déplaçait agilement, esquivant les morsures des insectes de brume et les piétinements des ours de brume, se rapprochant de la bête mère du noyau de brume. Je surveillais chaque mouvement de la bête mère, serrant la barre de fer, prête à attaquer avec lui à tout moment. Alors que Dylan allait atteindre ses pattes, la bête mère a soudain senti que quelque chose clochait, et une lumière violette a brillé sur sa tête, tandis qu'un épais jet de brume corrosive fusait vers lui. Mon cœur s'est serré, et j'ai attrapé le tuyau d'acier à côté de moi, utilisant ma concentration mentale pour l'agrandir, et les balancer fortement vers la brume qui arrivait. Le tuyau d'acier a gonflé instantanément, aussi épais qu'un poteau électrique, protégeant Dylan. La brume a frappé le tuyau, le corrodant instantanément avec de grandes taches de rouille, et le tuyau s'est écrasé avec un bruit sourd. Profitant de cette fraction de seconde de répit, Dylan s'est échappé de justesse. Alors que la bête mère crachait de la brume, j'ai saisi l'ouverture, bondi, agrandissant la barre de fer à sa taille maximale, et l'ai abattu violemment sur son noyau de brume. Avec un bruit sourd, la barre de fer s'est écrasée sur le noyau de brume, et un choc strident a résonné à travers le champ de bataille. La bête mère a rugi de douleur, son corps tremblant violemment, tandis qu'une minuscule fissure est apparue sur son noyau de brume, et la lumière violette s'est assombrie un peu. Les monstres de bas niveau sous son contrôle sont tombés instantanément dans le chaos, leur rythme d'attaque ralentissant sensiblement. Dylan a saisi l'occasion de ramper hors de la fissure, puis a repris sa taille normale et m'a fait signe de frapper la fissure. J'ai rassemblé les voisins,
pointant toutes les armes agrandies vers la fissure sur son noyau de brume. Martha a rassemblé son courage, a attrapé une petite barre de fer et a frappé les insectes de brume, et même si cela leur faisait à peine mal, elle donnait tout ce qu'elle avait. Mia se cachait toujours dans le couloir à l'étage, jetant un coup d'œil par la fenêtre, trop effrayée pour sortir, priant silencieusement que nous gagnions ce combat. Après que son noyau de brume s'est fissuré, la bête mère est devenue complètement enragée. Elle a cessé de contrôler les monstres de bas niveau et nous a attaqués directement. Elle a lourdement piétiné, balançant ses énormes griffes, et a percuté la barrière de lumière blanche. La barrière a tremblé violemment, s'est encore plus assombrie, et des fissures se sont étendues sur sa surface. J'ai crié à tout le monde de concentrer notre feu. Crack s'est élancé en premier, agrandissant à nouveau la barre de fer, et l'a fracassé dans la fissure du noyau de brume. Les voisins ont emboîté le pas, utilisant des tuyaux d'acier et des pierres agrandies, pour marteler la fissure. Dylan a attrapé du verre brisé, a utilisé le système de réduction pour le transformer en éclats tranchants, et les a lancés avec précision sur la fissure. Bien que sa force fût limitée, il a réussi à l'élargir. La bête mère a rugi de douleur, craché une brume corrosive de plus en plus épaisse, et de nombreux voisins ont été pris dedans, leurs bras et visages brûlés, mais ils ont serré les dents et continué. Personne n'a reculé. Martha a observé la bataille féroce et a complètement mis de côté sa peur. Elle a distribué de l'eau purifiée aux blessés, s'est précipitée pour passer des armes, et a traversé la foule sans relâche. À ce moment-là, tous les conflits et soupçons entre nous ont disparu, ne laissant qu'un seul objectif, repousser la bête mère et survivre. Le combat a duré plus d'une demi-heure, et nous étions tous complètement épuisés. Beaucoup haletaient d'épuisement, et nos armes étaient plutôt gravement endommagées. Mais la bête mère a commencé à ralentir, et les fissures sur sa tête s'étaient étendues sur la majeure partie de sa tête. La lumière violette était si faible qu'elle a failli s'éteindre. Je savais. Le moment décisif était arrivé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rassemblé toute ma concentration mentale, et agrandi la barre de fer au maximum, aussi épaisse qu'un seau, et longue de 10 mètres. Pendant que les voisins distrayaient la bête mère, je me suis élancé du sol, et j'ai sauté dans les airs. J'ai mis toute ma force dans mon bras, et je l'ai enfoncé dans la fissure du noyau de brume de la bête mère. Un craquement sec retentit, et le noyau de brume a complètement éclaté, la lumière violette disparaissant instantanément, se transformant en d'innombrables petites particules de lumière, et se dispersant dans la brume épaisse. La bête mère du noyau de brume a poussé un dernier cri perçant, tandis que son corps massif s'effaçait lentement, et les monstres de bas niveau qu'elle contrôlait s'effondraient les uns après les autres, se transformant en volutes de fumée noire qui se mêlaient à la brume. La brume corrosive dans l'air a commencé à se lever, et la brume épaisse a commencé à se dissiper lentement. La lumière du soleil a percé la brume, brillant sur nous, apportant une chaleur depuis longtemps disparue. Les voisins ont éclaté en acclamations, s'enlaçant les uns les autres, beaucoup étaient émus aux larmes. Ce désastre de longue durée touchait enfin à sa fin. Je suis tombé lourdement au sol, mon corps me faisait mal partout, avec des brûlures de la brume sur les bras et les jambes. Mais mon cœur ressentait un soulagement écrasant. Dylan a couru et m'a aidé à me relever, son visage plein d'excitation et de culpabilité, exprimant ses excuses par ses actions. J'ai croisé son regard, et j'ai hoché légèrement la tête. Toutes les vieilles rancunes, à ce moment-là, semblaient s'estomper avec la brume, et comptaient moins. Le brouillard épais continue de se dissiper, la lumière du soleil devient plus forte, et la visibilité revient lentement à la normale. La communauté est toujours en ruine, avec des murs effondrés, des maisons endommagées, et des armes et des débris éparpillés partout. Mais les voisins sourient tous, soulagés d'être en vie. Tout le monde s'entraide pour dégager les débris et soigner les blessés, créant une scène animée et harmonieuse. Martha donne un coup de main pour nettoyer, soignant les blessures des voisins blessés, maladroite mais particulièrement sincère, mais vu ses méfaits passés. Et sa retraite au début de la bataille finale, les voisins gardent toujours leur distance, bien qu'ils ne la critiquent plus comme avant. Dylan aide un voisin bricoleur à réparer portes et fenêtres. Maintenant, il est calme, stable et appliqué, il n'est plus le tyran arrogant qu'il était, et il aide même parfois à transporter des provisions, gagnant lentement un peu de pardon. Mia voit que la communauté s'est calmée et veut à nouveau s'accrocher à Dylan, prenant un air coupable pour essayer de raccommoder les choses, mais Dylan la regarde avec des yeux froids et indifférents, la rejetant catégoriquement avec une attitude ferme et aucun signe d'adoucissement. Le visage de Mia pâlit, et elle essaie de s'expliquer, mais son regard froid l'arrête, la forçant à se faufiler au loin, n'osant plus s'approcher. Je suis rentrée chez moi pour trier les provisions. J'avais encore beaucoup de provisions dans le garage souterrain. J'en ai donné à des voisins qui en manquaient, et j'ai gardé le reste pour les urgences. Alors que je triais mes vêtements, le pendentif en cristal autour de mon cou s'est soudainement illuminé, la lumière devenant de plus en plus vive, une lueur blanche et chaude enveloppant tout mon corps, et diffusant un parfum doux et léger. Je possède ce pendentif en cristal depuis plus de 10 ans, et il n'a jamais rien fait de tel. Perplexe, je l'ai ramassé. Je le sentais chaud dans ma main, et la lumière projetait des motifs étranges sur le sol à travers lui. Les voisins ont entendu le bruit, et se sont rassemblés, regardant le pendentif lumineux, les visages remplis de stupeur, murmurant entre eux. Ma confusion s'est accrue, et j'avais l'intuition que quelque chose d'important allait arriver. Le pendentif a continué de briller pendant environ 10 minutes, avant de s'éteindre lentement pour revenir à la normale. Je l'ai remis autour de mon cou, et je me suis installée. Le rugissement des moteurs est venu de l'entrée du quartier.
Quelques voitures luxueuses sont lentement entrées et se sont garées juste devant. Les portières se sont ouvertes, et un couple élégamment vêtu, à l'air raffiné, s'est précipité hors de la voiture, regardant autour d'eux, avec des airs inquiets, comme s'ils cherchaient quelqu'un. Les voisins ont interrompu ce qu'ils faisaient, et ont regardé le couple curieusement. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Soudain, un étrange sentiment de familiarité m'a envahi. Le regard du couple a parcouru la foule, et s'est finalement posé sur moi. Quand ils ont repéré le pendentif en cristal autour de mon cou, leurs yeux se sont immédiatement illuminés. Tout excités, ils se sont précipités vers moi. Mon cœur s'est mis à battre violemment, et une puissante prémonition a surgi en moi. Peut-être que ce couple est lié à mon passé. Le couple s'est précipité vers moi. La femme portait une robe élégante sur mesure, son maquillage délicat. Pourtant, elle ne pouvait pas cacher l'excitation et l'épuisement dans ses yeux. Il fixait intensément le pendentif en cristal autour de mon cou, et les larmes lui sont montées aux yeux immédiatement, tendant une main tremblante pour me toucher, mais effrayé de me faire peur. L'homme était en costume, debout, grand et droit, lui aussi avait les yeux rouges, serrant fermement la main de la femme, ses yeux brillaient de joie de m'avoir enfin trouvé. La femme sanglotait en me serrant fort dans ses bras, ses larmes trempaient mon épaule. Son étreinte était chaude et douce, avec une légère odeur de parfum. Sans réfléchir, je ne l'ai pas repoussée. L'inexplicable familiarité grandissant en moi, et les griefs et la confusion des années ont refait surface, faisant monter les larmes à mes yeux aussi. L'homme m'a tapoté doucement le dos, me parlant d'une voix rauque. Il a dit qu'ils étaient mes parents biologiques. L'homme était Richard Sterling, et la femme était Eleanor Sterling. Ils me cherchaient depuis plus de 10 ans, et ils m'ont enfin trouvé. Je suis restée figée, l'esprit complètement vide. Les mots parents biologiques m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Toute la cruauté et l'exploitation que j'ai subie dans la famille de Martha, les griffes que je n'avais personne à qui confier, tout a éclaté à cet instant. Je me suis blottie dans les bras de la femme, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer bruyamment. Martha et Dylan étaient aussi dans la foule. En voyant cela, leurs visages choqués et incrédules. Bouche bée, incapable de croire que j'étais une riche héritière. La cupidité et le regret ont brillé dans les yeux de Martha, regrettant probablement d'avoir été si dure avec moi toutes ces années, et d'avoir raté sa chance de s'accrocher à une famille riche. Dylan restait là, immobile, son expression complexe, un mélange de surprise, de culpabilité et de confusion. Richard Sterling a sorti un rapport de test ADN de sa mallette et me l'a tendu. Il a expliqué doucement qu'ils avaient prélevé un échantillon de mes cheveux il y a longtemps, confirmant que j'étais leur fille, Chloé. À l'époque, il y avait des conflits familiaux. Ils ont été forcés de me laisser, nouveau-né, à quelqu'un de confiance, mais ensuite les choses ont changé, et ils ont perdu contact avec moi. Toutes ces années, ils n'ont jamais cessé de chercher, jusqu'à hier, quand ils ont capté le signal du pendentif en cristal, et m'ont enfin retrouvé ici. Eleanor Sterling a essuyé ses larmes, et m'a pris la main, me regardant attentivement, ses yeux remplis d'inquiétude. Elle n'arrêtait pas de se blâmer de ne pas m'avoir protégée, promettant qu'elle ne me laisserait plus jamais souffrir. La main de Richard était chaude et forte, me donnant un énorme sentiment de sécurité. J'ai regardé ce couple excité devant moi, et le rapport de test ADN, les doutes dans mon cœur se dissipant enfin, alors que mes années d'errance et de souffrance ont enfin trouvé un foyer à cet instant. Les voisins se sont rassemblés pour nous féliciter, leurs paroles pleines de sincérité. J'ai regardé mes gentils parents biologiques à côté de moi, et les voisins qui me bénissaient, sentant mon cœur plein de chaleur. Martha a essayé de s'approcher pour parler, mais les gardes du corps des Sterling l'ont arrêtée, alors elle est restée là, nous regardant avec une expression complexe. Je l'ai ignorée. Je ne voulais plus évoquer les rancunes de toutes ces années. Je voulais juste chérir l'amour familial durement gagné devant moi. Richard et Eleanor sont venus avec moi chez Martha pour emballer mes affaires. Au moment où nous sommes entrés, Martha s'est précipitée vers nous, avec un sourire forcé plaqué sur son visage, en rampant devant mes parents, en s'excusant sans arrêt, en mentant, disant qu'elle ne s'était pas bien occupée de moi. Elle a imploré le pardon. Le visage d'Éléonore s'est figé, et elle a brusquement retiré sa main de celle de Martha, ses yeux flamboyants de colère. Sur le champ, elle a exposé tous les méfaits de Martha au fil des années, me traiter comme une domestique, me faire manger des restes et du riz froid, me forcer à laver le linge dans de l'eau glacée en hiver, laisser Dylan m'intimider, essayer de voler mes provisions dans la chambre, et me pousser vers les monstres. Richard a alors sorti son téléphone, et a diffusé les images de vidéosurveillance que j'avais sauvegardées, ainsi que les témoignages enregistrés des voisins. Les images montraient clairement Martha en train de me maltraiter, de voler mes provisions et de me piéger, et Dylan et Mia essayant de me pousser vers les monstres. Le visage de Martha a immédiatement pâli, ses jambes ont flanché et elle a failli s'effondrer, marmonnant des excuses, essayant de tout faire passer pour un malentendu. Les yeux de Richard sont devenus glaciaux, et il a dit froidement que les preuves étaient solides, sans possibilité de contestation. Il a dit qu'ils avaient déjà contacté la communauté et un avocat, et que l'adoption serait annulée ce jour-là, et qu'elle serait tenue responsable d'avoir maltraité sa fille adoptive. Terrifiée, Martha s'est mise à genoux et a supplié grâce, en pleurant et en disant qu'elle avait été idiote, puis s'est retournée et s'est prosternée devant moi, me suppliant de lui pardonner. Dylan a aussi tenté de s'approcher pour se faire bien voir, espérant que je parle en sa faveur à mes parents. Mais les gardes du corps des Sterling l'ont arrêté. Il m'a regardé, les yeux pleins de regrets et de supplications, marmonnant ses excuses. Je l'ai regardé,
ne ressentant rien du tout, car les blessures de ma vie passée étaient trop profondes, ce n'est pas quelque chose qu'un simple désolé pouvait réparer. À ce moment-là, Mia a appris la nouvelle et s'est précipitée, et voyant la présence des Sterling, elle a cru pouvoir s'attirer les faveurs de la famille riche. Elle a tout de suite fait irruption pour les amadouer, mentant en disant qu'elle m'avait toujours soutenue. Richard lui a jeté un regard froid. Il a dit aux gardes de la jeter dehors, disant que les Sterling n'accueillent pas les flatteurs venimeux. Les gardes ont traîné Mia hors de la maison. Criant sans arrêt, elle a finalement quitté le quartier en catimini, disparaissant sans laisser de traces. Des travailleurs sociaux et des avocats sont arrivés avec les papiers, présentant les documents pertinents, mettant officiellement fin à mon adoption par la famille de Martha. L'avocat a dit que les preuves de la maltraitance de Martha sur sa fille adoptive étaient irréfutables, et elle serait tenue légalement responsable. Dylan, pour avoir fermé les yeux sur ces maltraitances, a été mis sur la liste noire de la communauté. Il a perdu la confiance des voisins, l'empêchant de rester dans le quartier. Martha s'est effondrée, sanglotant amèrement, mais plus personne n'avait pitié d'elle. Dylan se tenait à côté, le visage blême, prenant tout en silence. Je les ai regardés, ne ressentant aucune joie dans la vengeance. Seul le soulagement d'une liberté totale. À partir de ce jour, j'en avais fini pour de bon avec la famille de Martha. Après l'annulation de l'adoption, maman et papa m'ont accompagné chez Martha pour récupérer mes affaires. Cet endroit où j'ai vécu plus de 10 ans était rempli de souvenirs douloureux. Je n'éprouvais aucune nostalgie. J'ai ouvert le placard, et dedans, il y avait tous les vieux vêtements usés de Martha. J'ai emballé tous ces vêtements, et trié la vieille papeterie et la literie, ne laissant rien de ce qui appartenait à cet endroit. En regardant les vêtements miteux dans mes mains, Éléonore n'a pas pu s'empêcher de pleurer à nouveau. Elle a dit, le cœur brisé, qu'elle m'achèterait les plus beaux vêtements et ne me laisserait plus jamais souffrir. Richard m'a serré la main fermement, plein de culpabilité. J'ai secoué la tête et souri pour les rassurer, toutes ces épreuves sont finies maintenant, et avoir maman et papa ici est tout ce qui compte. J'ai porté les vieilles affaires emballées à la déchetterie du quartier, et allumé un feu. Les flammes flambaient, brûlant les vêtements et les affaires jusqu'à les réduire en cendres, et brûlant aussi tous mes souvenirs douloureux de la famille de Martha. En regardant les cendres voler dans l'air, j'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais tellement plus légère, coupant complètement les ponts avec cet endroit. Mes parents sont restés à mes côtés tout le temps, me donnant silencieusement de la chaleur et de la force, sans beaucoup de mots, mais ils comprenaient tout mon soulagement. Après avoir fait les bagages, j'ai emmené mes parents dire au revoir aux voisins qui avaient été gentils avec moi. Madame Higgins m'a tendu des petits pains qu'elle avait fait elle-même, me disant de prendre soin de moi, et de revenir les voir souvent. Le monsieur qui avait combattu les monstres avec moi plutôt m'a souri et m'a souhaité le meilleur, disant que les bons moments arrivaient, alors j'ai pris les petits pains, les yeux rougissants, et me suis incliné profondément devant les voisins. Je les ai remerciés pour leur attention pendant cette période, et promis de rendre visite à tout le monde plus tard. J'ai donné tous mes stocks restants à ces gentils voisins, et laissé mes coordonnées, en leur disant de m'appeler s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Martha se cachait près de sa porte en nous regardant, les yeux pleins d'envie et de regret, mais elle n'osait pas s'avancer. Dylan aussi se tenait là, voulant dire quelque chose, mais il est finalement resté silencieux. Je ne leur ai même pas jeté un regard. Je me suis retournée et j'ai suivi mes parents vers l'entrée du quartier. La lumière du soleil tombait sur moi, chaude et éblouissante. Le quartier derrière moi s'éloignait de plus en plus, et ces douloureux passés étaient laissés derrière pour toujours. En montant dans la voiture de luxe de la famille Sterling, en regardant le paysage défiler par la fenêtre, j'ai pris une profonde inspiration. À partir de maintenant, je ne suis plus la fille adoptive de Martha. Je suis Chloé, l'héritière de la famille Sterling. Je laisserai les épreuves du passé derrière moi, et commencerai une toute nouvelle vie avec mes parents biologiques. La voiture a roulé pendant plus d'1 heure, et est arrivée au manoir Sterling. Le manoir était à mi-chemin de la montagne, couvrant une vaste étendue. La cour était remplie de fleurs et d'arbres, avec des fontaines et des sculptures joliment disposées. La décoration était luxueuse mais chaleureuse, un monde à part de cette petite maison exiguë chez Martha. Un domestique s'est approché respectueusement, et m'a appelé Mademoiselle Sterling. Je me suis sentie un peu déplacée au début, serrant fort la main d'Éléonore. Éléonore m'a fait visiter le manoir, et m'a préparé une immense chambre. La garde-robe était remplie de vêtements sur mesure, de chaussures et de sacs, et la coiffeuse était couverte d'articles de luxe et de soins. Elle a souri et m'a demandé mes préférences, disant que je pouvais changer ce que je n'aimais pas. En voyant tout cela, mon cœur était plein, mais je me sentais aussi un peu mal à l'aise. Après des années de difficultés, je m'étais habituée à être économe, donc ce mode de vie luxueux était difficile à accepter. Mes parents ne m'ont pas forcé à m'adapter tout de suite. Au contraire, ils sont restés patiemment avec moi, m'ont fait visiter, m'ont présenté à la famille et aux amis, m'ont cuisiné toutes sortes de plats délicieux chaque jour, ont engagé les meilleurs tuteurs pour m'aider à rattraper mes études, et à planifier mon avenir. Éléonore me parlait chaque jour,
écoutant mes histoires de toutes ces années. Elle avait les larmes aux yeux en entendant mes griefs passer. Elle me prenait dans ses bras et me réconfortait. Richard m'a appris à gérer les affaires familiales, m'a emmené à des événements professionnels et a progressivement développé mes compétences. J'ai gardé le système d'amplification soigneusement caché, ne l'utilisant qu'en privé, occasionnellement. Un jour, un domestique a accidentellement renversé une plante en pot dans la cour, et elle allait se casser. J'ai secrètement utilisé le système pour agrandir la plante, afin qu'elle atterrisse stable, sans que personne ne le voie. Je savais que ce système était ma bouée de sauvetage dans l'apocalypse et mon plus grand secret, alors je ne pouvais pas le révéler, sinon ça aurait attiré des ennuis inutiles. Au fil des jours, je me suis habituée à être une héritière. Sur le plan académique, j'excellais, mes notes étaient parmi les meilleures de la classe. En affaires, j'ai aussi montré un talent incroyable, en travaillant avec Richard Sterling sur les affaires de l'entreprise, et j'ai gagné le respect de la famille et des amis. Je n'étais plus cette fille adoptive effrayée et maltraitée de Martha. Je suis devenue confiante, posée et déterminée, et un sourire oublié est lentement revenu sur mon visage. Un an plus tard, j'étais devenue pleinement membre de la famille Sterling. Avec mon argent de poche, j'ai fondé une association caritative pour aider les enfants qui ont perdu leur maison ou ont été maltraités lors de catastrophes. Je voulais partager la chaleur que j'avais ressentie dans l'apocalypse. Je voulais aider plus de personnes. Quand le travail caritatif devenait difficile, j'utilisais le système d'amplification pour résoudre le problème, comme amplifier les dons, pour aider plus d'enfants, mais je ne disais jamais rien. Parfois, j'entendais parler de Martha et Dylan par mes parents. Martha a pris 3 ans de prison pour maltraitance sur sa fille adoptive, et après sa sortie, elle survivait à peine avec des petits boulots, subissant le mépris de tous. Dylan était rejeté dans le quartier, ne pouvait pas trouver de travail décent, et il s'en sortait en ramassant des déchets et en faisant des petits boulots, son arrogance depuis longtemps disparue. En entendant tout ça, je n'ai rien ressenti. Ils l'ont bien cherché, ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Un après-midi ensoleillé, je me suis assise sur un banc dans le jardin des Sterling, regardant mes parents se promener dans le jardin, le visage rayonnant de joie. Une douce brise soufflait, portant le parfum des fleurs et de l'herbe. J'ai touché le pendentif en cristal à mon cou, le cœur plein de paix et de gratitude. Les luttes de ma vie passée étaient devenues un insigne d'honneur, et ceux qui m'avaient fait du mal ont tous eu ce qu'ils méritaient. Maintenant, j'ai des parents qui m'aiment, une toute nouvelle vie, un pouvoir caché, et un avenir plein d'espoir. La nouvelle vie de Chloé ne faisait que commencer.